Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je vous propose que nous débutions notre réunion de ce jour, parce que nous avons un ordre du jour, nous avons 2 points, mais c'est 2 points qui vont prêter à discussion, donc je vous propose qu'on démarre d'ores et déjà. Et le premier point porte sur la proposition de résolution européenne visant à soutenir l'accord trouvé en trilogue le 13 décembre 2023 concernant la directive relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme. Et je laisse tout de suite et sans plus tarder la parole à Danièle Simonet, qui est la rapporteure de cette résolution. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame l'administratrice, que je remercie. Cette proposition de résolution européenne visant à soutenir l'accord trouvé en trilogue le 13 décembre 2023 concernant la directive relative à l'amélioration des conditions de travail des travailleurs de plateforme, j'aimerais la dédier. J'aimerais la dédier d'abord à Franck, qui était coursier Uber Eats de 18 ans, fauché par un camion pendant une course à Pessac, près de Bordeaux. Tant de livreurs travaillent près de 12 heures par jour, 7 jours sur 7, pour des courses à moins de 5 euros. Je voudrais la dédier également aux chauffeurs VTC, dont Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, avait expliqué qu'il valait mieux être chauffeur Uber plutôt que de vendre de la drogue à Stein, et qui se retrouvent endettés car sous-payés et épuisés. Mes chers collègues, je voudrais la dédier aussi aux artisans taxis, qui eux aussi sont victimes de cette concurrence déloyale, et je pense à Mohamed, taxi parisien, qui m'avait fait ce courrier poignant en 2017, m'alertant sur la faillite de nombre de ses collègues, plongeant certains dans la détresse et certains jusqu'au suicide. Je souhaite la dédier à toutes celles et ceux qui, dans bien d'autres secteurs, n'ont plus droit à un CDI, ni même un CDD, mais à qui on demande de se créer un statut d'auto-entrepreneur pour aller travailler en tant que caissière à Monoprix, être soignante dans un EHPAD, agent de nettoyage et dans tant d'autres secteurs et métiers. Je souhaite la dédier aux chefs d'entreprise, de la livraison et d'autres secteurs qui ne peuvent plus suivre cette concurrence déloyale à moins de plonger eux-mêmes dans l'illégalité totale et de ne plus déclarer leurs salariés. Je souhaite, mes chers collègues, aussi que tous ensemble nous puissions la dédier à tous les députés européens français, tous groupes confondus, qui depuis 2021 travaillent sur ce sujet des droits des travailleuses et travailleurs des plateformes et ont réussi à se retrouver tous en soutien à une directive en faveur de la présomption de salariat en février dernier, il y a 1 an, avec notamment des personnalités comme l'actuel ministre M. Séjourné, qui à l'époque était président du groupe Renew au Parlement européen. Je souhaite également tout particulièrement dédier cette résolution à Sylvie Brunet, députée européenne du MoDem, Renew, auteure du premier rapport à l'origine de cette bataille politique, et bien évidemment à ma collègue insoumise, la députée européenne Leila Chaibi, qui n'a pas ménagé ses efforts pour pouvoir aboutir. Et également au commissaire européen aux affaires sociales et à l'emploi, Nicolas Schmit, qui attend beaucoup du vote de cette résolution de cet après-midi. Mes chers collègues, depuis une quinzaine d'années, l'essor des plateformes est exponentiel. Il touchera plus de 45 millions de personnes en 2025 et ne cesse de s'étendre à de nouveaux secteurs. Et les conséquences de cette ubérisation sont désastreuses et largement documentées. Elles sont bien évidemment d'abord économiques. Le manque à gagner est considérable pour nos comptes sociaux, estimé à plusieurs milliards d'euros, autant d'argent qui ne bénéficie pas à notre système de santé et de protection sociale, sans compter les formes d'optimisation, voire d'évasion fiscale pratiquées par les plateformes qui appauvrissent l'État. Les professions réglementées, les artisans sont également les premiers à souffrir de cette concurrence déloyale. Les conséquences sont aussi et surtout sociales. Les plateformes usurpent le statut d'indépendant en organisant le travail dissimulé à l'échelle de masse afin d'échapper à leurs obligations d'employeur. Les travailleurs subissent les conséquences néfastes de ces pratiques dérogatoires au droit commun, absence de protection sociale, précarisation, management algorithmique dangereux. Leurs conditions de travail constituent ainsi un véritable retour au tâcheronnat du XIXe siècle. Aujourd'hui, finalement, les seuls gagnants de l'absence de régulation sont les grandes plateformes, et notamment américaines. C'est pourquoi la Commission européenne a présenté le 9 décembre 2021 une directive relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme. Et son objectif, mes chers collègues, est notamment de créer une présomption de salariat et une régulation du management par algorithme. Le Parlement européen a également proposé des mesures protectrices pour les travailleurs. Au terme d'âpres discussions entre les États membres, le Conseil est revenu en grande partie dans son accord du 12 juin 2023 sur les avancées proposées par la Commission. Le Parlement européen a fait de nombreuses concessions afin de parvenir à un accord équilibré, bien que très éloigné des ambitions initiales du texte. Un accord a enfin été trouvé lors du trilogue du 13 décembre 2023, permettant d'établir un texte équilibré, très équilibré. Celui-ci a été salué par un grand nombre d'acteurs,
dont les membres de la majorité présidentielle du groupe Renew Europe au Parlement européen. Et je pense notamment au tweet parlant d'immense joie de Sylvie Brunet. Priorité ensemble, engagement phare de mon mandat et nous y sommes presque. Un accord provisoire a été trouvé pour mieux protéger les travailleurs des plateformes et réguler l'utilisation des algorithmes. Immense joie. Un vote aura lieu au Conseil et au Parlement. Ce n'est pas une insoumise qui dit cela. C'est une députée Renew qui a joué un rôle extrêmement important dans tout ce travail européen. Cet accord, en fait, prévoit que si un travailleur satisfait à 2 indicateurs de subordination sur 5, ce dernier sera présumé salarié et il reviendra à la plateforme d'apporter la preuve qu'elle n'est pas son employeur. Or, à la surprise générale, cet accord n'a pas été validé en Coreper et depuis décembre 2023, les négociations ne parviennent pas à aboutir, notamment du fait de l'opposition du gouvernement français qui ne cesse depuis 2021 de proposer des amendements vidant le texte de son contenu normatif ou établissant des exceptions le rendant inopérant. Alors on en est où aujourd'hui ? Nous sommes à la veille du trilogue qui va réunir les 3 institutions européennes et décider du texte. Donc c'est un jour extrêmement important. Et selon le commissaire européen, M. Schmidt, que nous avons pu auditionner lundi dernier, à ce stade de la négociation, on se heurte à des demandes inacceptables pour le Parlement, mais aussi pour la Commission, telles que la demande de dérogation générale soutenue par la France. Voilà ce que dit M. Schmidt. Non seulement parce que cette disposition rendrait la directive inopérante, mais parce qu'elle créerait un terrible précédent. M. Schmitt rajoute également « Il serait particulièrement grave qu'un accord collectif dont la représentativité est discutable puisse déroger à des règles européennes. Ce serait affaiblir la législation sociale européenne dans son ensemble. Jusqu'ici, la Commission européenne s'y est toujours refusée. » Donc pour résumer, mes chers collègues, au terme de 2 ans de discussion et alors que la fin de la législature se profile, 2 scénarios catastrophes pourraient se produire. Soit une absence d'accord, du fait notamment du blocage de la France, entraînant avec elle d'autres pays, soit l'adoption d'un accord moins protecteur pour les travailleurs des plateformes et pire que le statu quo. Pire que le statu quo. Dans les 2 cas, tout le monde serait perdant. Les travailleurs, bien sûr, mais aussi les vrais indépendants, les professions réglementées, les comptes de la sécurité sociale, les États qui tenteraient d'adopter une réglementation protectrice et certaines plateformes qui, elles, accordent des droits à leurs travailleurs. En réalité, les seuls gagnants seraient les plus grandes plateformes. Cela en dit long sur les capacités de lobbying de certaines d'entre elles. Et le sujet n'est pas nouveau. Vous savez que notre Assemblée y a consacré une commission d'enquête dont j'ai été la rapporteure, et je vois M. Haddad qui en était le président. Et la question était alors, comment Uber, une multinationale américaine qui a érigé l'illégalité en principe de fonctionnement, a-t-elle pu bénéficier d'un soutien direct et opaque d'un ministre contre l'avis même de son gouvernement pour s'implanter en France? Et à l'approche des élections européennes, la question pourrait être, quels sont les intérêts que défend aujourd'hui la majorité présidentielle? L'état de droit ou Uber, qui ne cesse de les bafouer? Nous sommes à la veille d'une décision historique. Soit, dans les jours qui suivent, peut-être même demain, un texte ambitieux est adopté, respectueux des droits conquis par les travailleurs. Soit c'est le modèle des grandes plateformes américaines de dérégulation sociale sauvage qui s'impose. Donc en fait, c'est une question politique majeure, de choix de société. Veut-on casser le salariat et rétablir une nouvelle forme d'exploitation ressuscitant le tâcheronat du XIXe siècle? L'Allemagne, vous savez, avait annoncé s'abstenir en raison de l'absence d'accord au sein de la coalition gouvernementale et participe très peu aux discussions, ce qui modifie totalement l'équilibre des voix au sein du Conseil. Et dès lors, le poids de la France et sa responsabilité est vraiment central dans l'adoption de cette directive. Et hélas, aucun débat n'est proposé à l'Assemblée nationale sur ce texte pourtant capital. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, avec mon groupe La France Insoumise, porter ce projet de résolution pour que justement la représentation nationale puisse se saisir du sujet, parce qu'il faut, selon moi, absolument revenir à l'accord trouvé en trilogue le 13 décembre 2023 sous présidence espagnole. C'est ce que propose ce projet de résolution européenne. Donc, pour conclure, mes chers collègues, c'est assez exceptionnel, en fait, ce sur quoi nous sommes invités à voter. Soutenir cette résolution, c'est soutenir l'accord européen qui pourra changer la vie de millions de travailleuses et de travailleurs. Soutenir cette résolution, c'est aussi soutenir un travail européen transpartisan mené et voté par l'ensemble des députés européens français, tous groupes confondus. Je vous remercie.
Merci Madame la rapporteure. Nous en venons aux orateurs de groupe, en commençant par le groupe Renaissance et par Benjamin Haddad pour 3 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Nous allons rejeter cette résolution pour différentes raisons. Cher Daniel Simonet, vous êtes ici atteinte de surtranspositionnite aiguë. La négociation européenne n'est pas terminée et vous voudriez déjà nous faire adopter une version qui n'a pas obtenu une majorité qualifiée au Conseil, donc qui n'a pas fait l'objet d'un accord, contrairement à ce que vous affirmez. Votre résolution est complotiste. Vous nous affirmez que c'est la France qui bloque le Conseil. C'est très flatteur de nous attribuer cette influence tentaculaire. La semaine dernière, vous avez expliqué d'ailleurs qu'on était incapable de bloquer l'accord avec le Mercosur. Mais c'est faux. Le 13 décembre, l'Estonie, la Bulgarie, l'Irlande, la Grèce, l'Italie, parmi d'autres, n'ont pas soutenu la proposition de la présidence espagnole. Puis la France a soutenu les textes de la présidence belge du 24 janvier, du 26 janvier, mais ces textes n'ont pas trouvé de majorité qualifiée. Et naturellement, notre Assemblée soutiendra l'accord qui sera ensuite trouvé au sein du trilogue. Mais sur le fond, Madame Simonet, pour satisfaire votre vision dogmatique de l'économie, vous êtes prête à sacrifier des centaines de milliers d'emplois et d'aller contre la volonté même de ces travailleurs qui souhaitent être indépendants des plateformes. Posez-leur la question. L'adoption trop hâtive de la directive pourrait non seulement remettre en cause l'existence de ces nouveaux acteurs économiques, ce qui est peut-être votre objectif puisque vous reprenez les argumentaires des lobbies de taxi depuis 10 ans sur ce sujet, mais elle pourrait menacer l'existence même du statut d'indépendant cher à notre pays. La France a choisi une voie unique et innovante pour accompagner les nouveaux usages économiques, la création d'un dialogue social entre plateformes et représentants des travailleurs. Ne vous en déplaise, ce dialogue fonctionne. Il a obtenu des avancées sur le revenu minimal, les modalités de rupture, la liberté de choix des courses pour les chauffeurs. Il reste du travail. La justice de notre pays a déjà procédé à de nombreuses requalifications lorsqu'elle constate un lien de subordination. Et la directive européenne, quand elle sera adoptée, aidera à lutter contre le phénomène des faux indépendants. Et c'est pour cela que la France, depuis le début, joue un rôle moteur pour qu'elle soit rédigée en tenant compte de tous ces équilibres. Pas de surtransposition, pas de complotisme, pas de dogme économique, mais une volonté d'accompagner et réguler les nouveaux usages économiques, dans l'intérêt des travailleurs, de la création d'emplois, des usagers aussi qui, d'ailleurs pour leur majorité, se positionnent, je cite, très à gauche de l'échiquier politique selon une étude parue en novembre. C'est vrai qu'un bon Pokéball Uber Eats après une manif anticapitaliste du dimanche, ça cale. Mais pour toutes ces raisons, nous nous opposerons à cette résolution. Il faut faire adopter et trouver un accord au Parlement, au trilogue et au Conseil européen pour accompagner ces nouveaux usages, mais il n'y a aucune raison d'anticiper et de surtransposer un accord qui n'a pas été trouvé. Merci beaucoup. Pour le groupe Rassemblement National, Thibault François pour 3 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. La proposition de directive visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs des plateformes numériques est une avancée pour le droit des travailleurs en Europe. Les négociations en trilogue qui ont eu lieu mi-décembre 2023 ont été confrontées à un blocage de la part de 12 États membres, comme cela vient d'être annoncé, parmi lesquels se trouvent la France, l'Italie, les pays baltes et les pays scandinaves. Cependant, la présidence belge du Conseil de l'Europe, du Conseil de l'Union européenne, a récemment présenté un texte de compromis qui présente un pas en avant vers la protection des droits des travailleurs des plateformes numériques. Ce texte de compromis, qui sera examiné aujourd'hui au Parlement européen, avant d'être soumis au trilogue demain le 8 février, vise à aider des millions de travailleurs à accéder à leurs droits fondamentaux en matière de travail. La directive propose 2 améliorations. Elle offre une méthode pour déterminer correctement le statut professionnel des personnes travaillant pour des plateformes numériques et elle établit les premières règles de l'Union européenne concernant l'utilisation des systèmes algorithmiques sur les lieux de travail. Cependant, malgré ces quelques avancées, plusieurs angles ne sont pas abordés, et notamment celui des travailleurs illégaux parmi les coursiers des plateformes de livraison. Je souhaiterais savoir, Madame la rapporteure, quelles mesures sont envisagées par l'Union européenne pour lutter contre l'emploi des travailleurs illégaux par ces plateformes de livraison. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à François Ruffin pour le groupe de la France Insoumise et pour 3 minutes. Merci. Le président de la République est-il vendu à Uber? Voilà la question qui se pose aujourd'hui. Il faut mesurer la situation absurde et pour tout dire scandaleuse dans laquelle on se retrouve. L'Union européenne propose un progrès social sur les travailleurs des plateformes, mais qui s'y oppose? La France, entre autres. Le chef de l'État français, Emmanuel Macron en personne. Et contre qui s'y oppose-t-il? Pas seulement contre d'autres pays, pas seulement contre le commissaire européen à l'emploi, pas seulement contre les livreurs et chauffeurs VTC, pas seulement contre notre collègue Leïla Chebbi qui, durant tout son mandat, a porté ce dossier à bout de bras. Non, il s'y oppose contre ses propres parlementaires européens. Car qui à Bruxelles a porté ce dossier? Qui en a été le rapporteur? C'est votre collègue, notre collègue Sylvie Brunet, qui est Renew, c'est-à-dire centriste, et toute la délégation française au Parlement européen, y compris Stéphane Séjourné, aujourd'hui ministre, a voté pour la présomption de salariat.
Le chef de l'État fait donc du seul contre tous. À lui tout seul, il réclame une fresh derogation. Enfin, nous, sur ces bancs, vous savez que la désobéissance au traité, on peut y être favorable. Mais là, nous, on veut une désobéissance pour le mieux. Là, il s'agit d'une désobéissance pour le moins bien. Il s'agit d'une désobéissance qui n'assure pas pour les chauffeurs VTC la présence dans le salariat, les droits au chômage, à la retraite, à la sécurité sociale. Maintenant se pose la question de pourquoi la France, pourquoi Emmanuel Macron met tout son poids pour torpiller ce progrès. Dans la durée, pourquoi il met tout son poids? Première raison, parce que nous l'avons découvert avec le Uber Files, et ma collègue Danielle Simonet a creusé ça avec sa commission d'enquête. Le président Macron entretient avec les plateformes une relation de grande proximité et même de complicité. Le lanceur d'alerte Marc Margan, lobbyiste d'hier, en a dévoilé les dessous avec des gros chèques de campagne à la clé. Mais il y a pire, je crois, il y a pire que cette corruption au sommet de l'État. C'est une conception de l'emploi, d'un emploi sans droit. C'est la grande transformation de l'emploi depuis 7 ans, depuis l'entrée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. C'est le recul du salariat pour la première fois dans notre histoire. Pour la première fois dans notre histoire, la part des CDI dans notre pays a diminué de 5 points. Voilà votre œuvre. Et en contrepoint, qu'est-ce qu'on a pendant que les CDI reculent? On a les auto-entrepreneurs qui explosent. Leur nombre a plus que doublé depuis 2017. Dans l'Union européenne, seule la Hongrie fait mieux ou pire selon les points de vue. C'est-à-dire, et c'est toute la volonté du président de la République, et c'est toute votre philosophie, on casse le travail en miettes. Non plus un métier avec statut et revenus, mais des bouts de boulot. Aussi, voilà le choix qui est devant nous. Voilà le message qu'aujourd'hui, on va choisir d'adresser à la Commission européenne au trilogue. Est-ce qu'on est au service du beurre ou au service de l'intérêt général? Merci beaucoup. La parole est à Frédéric Dzinski pour le groupe Modem et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Le texte que nous examinons aujourd'hui vise à appeler la France à soutenir un accord trouvé en trilogue en décembre dernier, mais pour lequel quelques 18 États membres ont voté contre. Il faut le rappeler, cet accord n'est pas définitif, et les votes des députés européens dont vous parlez ne portent pas tant sur son contenu que sur l'ouverture d'un mandat de négociation. À ce titre, nous suivons ce sujet en lien étroit avec l'eurodéputée Sylvie Brunet, que vous avez les uns et les autres cités, avec qui j'ai fait un point ce matin, et qui travaille au Parlement européen pour réunir les conditions d'un accord qui puisse être le plus ambitieux possible. Nous nous interrogeons sur la pertinence d'examiner votre résolution qui porte sur un accord provisoire, Madame la rapporteure, alors qu'un nouveau trilogue aura lieu demain sur une nouvelle proposition révisée du Parlement européen qui a bénéficié du soutien d'une majorité d'États membres, dont la France. Au fond, vous nous parlez ici d'un texte qui n'existe plus et dont tous les acteurs s'entendent à dire qu'il doit évoluer. En effet, chers collègues, nous devons être prudents quant au risque de requalification massive des indépendants en inversant la charge de la preuve. Le passage de 3 critères sur 7 à 2 critères sur 5 pour définir une présomption de salariat n'est pas envisageable en l'état. La France est l'un des pays parmi les plus avancés sur le sujet de la protection des travailleurs indépendants. En effet, la jurisprudence française permet une présomption de salariat sur le fondement de 3 critères cumulatifs que sont la rémunération, la prestation et le lien de subordination. Le juge est alors souverain pour procéder à des requalifications pour le cas des travailleurs ayant porté plainte et sur la base de faisceaux d'indices concrets. De même, je dois ici citer les dernières avancées nationales relatives au dialogue social. Ces accords entre plateformes et travailleurs ont été signés, par exemple l'instauration d'un revenu minimum horaire garanti à 7,65 € net par course ou la liberté de choix du chauffeur de refuser des courses en deçà d'un montant qu'il a lui-même fixé en sont des exemples concrets. Ces accords sont bien entendu nécessaires et doivent entraîner des changements qui sont également nécessaires pour la sécurité des coursiers et des personnes qui opèrent pour ces plateformes. Et je veux également saluer la mémoire de Franck, décédé sur ma circonscription de Pessac, qui travaillait pour l'une d'entre elles. Tous ces accords sont la preuve que l'engagement de la France sur le sujet, et nous considérons qu'ils doivent absolument se poursuivre. Si le groupe démocrate votera contre votre proposition de résolution, nous restons convaincus que le dialogue social entre les plateformes et les travailleurs et que leurs conditions de travail doivent être améliorées au niveau européen pour garantir leur sécurité juridique. Et nous faisons confiance à nos institutions européennes pour trouver le meilleur accord possible qui sera adopté par une majorité d'États membres. Je vous remercie.
Merci beaucoup. La parole est à Félicie Gérard pour le groupe Horizon et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, avec le groupe Horizon et Apparentés, nous sommes convaincus qu'il est nécessaire de trouver un accord au niveau européen pour les travailleurs des plateformes. On ne peut en effet se contenter d'une situation où les différences de statut de ces travailleurs d'un pays à un autre créent des injustices quant à leur accès à certains droits et protections sociales. Cependant, dans un secteur qui valorise la flexibilité et l'indépendance des travailleurs, la généralisation du salariat ne peut constituer une solution viable. En France, la protection des travailleurs passe par des accords par secteur d'activité. Des accords ont d'ailleurs d'ores et déjà été signés, notamment avec les secteurs des VTC et de la livraison, afin de définir un cadre au dialogue social, de garantir un revenu minimum et de permettre une liberté dans le choix des courses pour les VTC et des modalités de rupture de relations commerciales entre les travailleurs indépendants et les plateformes pour la livraison. C'est donc dans cette double perspective de renforcer la cohérence du statut des travailleurs européens des plateformes et de préserver au maximum leur indépendance que nous abordons ce débat. La position de la France au Conseil est parfaitement cohérente. Le seuil à partir duquel s'applique la présomption de salariat doit rester suffisamment élevé pour éviter qu'elle pénalise les travailleurs indépendants. Votre proposition de résolution européenne propose de soutenir le texte issu du trilogue, allant ainsi à l'encontre de la position actuelle de la France. Le groupe Horizon et Apparentés votera donc contre cette proposition de résolution européenne. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Marietta Caramanli pour le groupe socialiste et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Effectivement, sur ce texte que nous sommes en train de proposition de résolution de discuter ce jour dans notre commission, quel est le but? C'est d'inviter le gouvernement de la République française à soutenir un accord trouvé déjà en réunion de trilogue le 13 décembre dernier sur une proposition de directive européenne visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs via une plateforme, directive qui comporte une présomption de salariat pour les indépendants fictifs. Je remercie d'abord Madame la rapporteure de la concision apportée à la rédaction de l'article unique et de son engagement sur ce dossier emblématique. Le long exposé des motifs du projet de directive tel qu'adopté au niveau européen l'exprime très clairement. Si certains collaborateurs des plateformes ne sont pas facialement, désolé pour l'expression, et formellement des salariés, ils sont bien dépendants de ces dites plateformes, leurs horaires de nature des prestations à accomplir, leur rémunération et les prix payés par ceux qui recourent aux services proposés les mettent dans une situation de dépendance. Et ces dites plateformes font appel aussi, bien que de manière différenciée, aux algorithmes pour désigner des tâches aux personnes qui travaillent par leur intermédiaire, pour surveiller et évaluer ces personnes et INDE pour prendre des décisions les concernant. Ces pratiques donc qualifiées de gestion algorithmique, le qualificatif est lui aussi réaliste et terrible à la fois, cache en fait le lien de subordination existant. Moi, je passe ici rapidement sur le fait que les éventuels stéréotypes sexistes et discriminations véhiculés par la gestion algorithmique amplifient les inégalités entre les hommes et les femmes. Aussi, derrière un modèle de gestion qui se veut neutre, se cache aussi en fait une redouble machine à employer à bas coût des travailleurs. Il y a aussi lieu de revenir sur 5 articles, aux 5 articles du projet de directive, finalement, le premier vise à établir des droits minimaux qui s'appliquent à toute personne exécutant un travail via une plateforme dans l'Union. L'article 2 qui établit une définition de ces plateformes de recours au travail. Le 3 qui pose le principe d'intervention des États pour requalifier le statut au-delà de l'apparence des contrats passés. Et puis l'article 4 qui affirme le caractère de relation de travail avec l'exécution d'un travail par l'intermédiaire de dites plateformes. Enfin, le dernier article admet la possibilité de contester cette qualification en le réservant à une procédure juridictionnelle, c'est-à-dire via une procédure admettant le principe d'un tiers indépendant et respectant une procédure contradictoire et égale pour les parties. Donc dans ces conditions, nous, pour notre groupe, eu égard le large accord qui a présidé l'adoption de cette proposition de directive au Parlement et au sein même des institutions de l'Union européenne, on apporte totalement notre accord et notre plein accord à l'article unique qui est proposé par Madame la rapporteure de cette proposition, au nom non seulement personnel mais aussi de l'ensemble du groupe, parce qu'il n'y a pas de contradiction à poursuivre et à inviter finalement l'État français de pouvoir continuer et accepter ces négociations. Merci beaucoup. La parole est à André Chassaigne pour le groupe GDR et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Dès 2021, avant même que ne soit présentée la directive visant l'amélioration des conditions de travail pour les travailleurs des plateformes, la France a fait pression
elle a fait pression sur la Commission européenne. Pourquoi? Pour qu'elle abandonne le principe de présomption de salariat pour ses travailleurs. Comment ne pas voir, dans cet acharnement de la France à refuser toute disposition améliorant sensiblement le droit de ses travailleurs, la proximité du gouvernement avec les lobbies des plateformes? C'est un fait révélé par le scandale des Uber Files en juillet 2022. C'est un fait que le président français Emmanuel Macron a été un partenaire de choix en soutenant activement l'implantation en France de la société américaine Uber lorsqu'il était ministre de l'économie entre 2014 et 2016, allant à l'encontre même des décisions prises par son propre gouvernement. Et concrètement, quel est le résultat de ce soutien inconditionnel aux plateformes? Livreurs à vélo, chauffeurs VTC, ils sont 28 millions en Europe, dont 300 000 au moins en France. Parmi eux, près de 5,5 millions seraient considérés à tort comme des travailleurs indépendants. Leurs conditions de travail sont intolérables. Durée du travail à rallonge, accidents mortels du travail sur la route, du travail de nuit, des salaires de misère, des violences externes multiples de la part des clients, de l'attente à rallonge, des absences de mission et donc de rémunération, et bien entendu, aucun droit au chômage et à la retraite. La flexibilité, tant défendue par le président Macron, n'est ni plus ni moins qu'un nouvel esclavagisme moderne. En parallèle, les bénéfices sont records pour les employeurs, à l'image de ces 3 millions d'euros saisis sur un compte de Deliveroo France pendant l'enquête pénale, 3 millions d'euros correspondant uniquement à ces commissions de 30% que prenait la plateforme sur les transactions clients. Et malgré plusieurs décisions de justice depuis 2016, qui vont toutes, je dis bien toutes, dans le sens de la reconnaissance du statut de salarié pour les travailleurs des plateformes, le gouvernement français s'obstine devant les évidences. Le statut de travailleur indépendant est un statut fictif et son maintien ne vise qu'à fragiliser un peu plus le salariat en s'attaquant encore, d'abord et toujours aux plus précaires. L'accord du trilogue, qui permet la reconnaissance de présomption de salariat en revenant aux fondamentaux de ce qu'est le lien de subordination, en inversant la charge de la preuve, est nécessaire et équilibré. Refuser cet accord, ou le vider de son sens et de son contenu, c'est tourner le dos à des millions de travailleurs. La Confédération européenne des syndicats, qui représente 45 millions de travailleurs dans 39 pays, l'a explicitement dit. L'accord du trilogue est la meilleure base de travail possible pour améliorer les conditions des travailleurs des plateformes dans tous les secteurs. Refuser cet accord du trilogue, c'est favoriser le délitement du sens du travail et nourrir la précarisation de l'ensemble des travailleurs. Vous aurez compris que pour toutes ces raisons, les députés communistes ultramarins du groupe GDR soutiendront cette proposition de résolution dans le droit fil de la mission d'information du sénateur communiste Pascal Savoldelli sur l'utilisation de la société qui a montré l'ubérisation de la société, qui a montré la précarisation des travailleurs des plateformes. Merci, Président Chassaigne. Nous en avons fini avec les orateurs de groupe. Si vous l'acceptez, Madame la rapporteure, il y a 2 demandes de parole supplémentaires que je vais prendre, en commençant par Joël Mélin pour le groupe Rassemblement national pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs. Je tiens à exprimer pour notre groupe, le Rassemblement national, notre ferme soutien à la proposition de résolution concernant cette directive sur les travailleurs de plateforme. Cette proposition, cruciale pour l'avenir du travail en Europe, a été mûrement réfléchie et discutée puisque les premiers travaux datent d'il y a plus de 10 ans maintenant. Concernant le travail en Europe et dans un contexte d'évolution rapide du marché du travail numérique, nous avons décidé de soutenir ce texte pour plusieurs raisons politiques essentielles. Tout d'abord, il respecte les souverainetés nationales en permettant aux cours de justice et tribunaux de chaque pays de statuer sur une reclassification contractuelle, évitant ainsi une reclassification automatique imposée par l'UE. Cette approche est conforme à notre vision d'une Europe des nations où les décisions importantes sont prises au plus près des citoyens concernés. De plus, le retrait de la notion d'un 3e statut européen entre entrepreneurs et salariés, qui aurait pu créer une confusion supplémentaire et empiéter sur le droit national, est une victoire significative. Cela démontre notre engagement à protéger notre législation nationale contre des intrusions et innovations législatives inappropriées, selon nous, de la part de Bruxelles. Enfin, cette proposition aborde également des sujets cruciaux tels que le travail illégal, que nous voudrions voir figurer par notre amendement dans cette PPRE, et l'utilisation d'algorithmes, soulignant notre préoccupation constante pour le droit des travailleurs et la transparence dans le numérique. En soutenant cette proposition, nous affirmons notre volonté de lutter contre l'exploitation humaine et d'assurer des conditions de travail équitables pour tous. J'ajoute enfin
que je suis tout à fait ravie de voir autant de monde arriver aujourd'hui dans cette commission, ce qui n'est pas toujours classique, n'est-ce pas? Et j'ose espérer que le nombre fera apparaître un vote positif pour cette proposition. Merci, madame. Merci beaucoup. La parole est à Daniel Obono pour le groupe de la France Insoumise pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Alors effectivement, collègues, je vous appelle et nous vous appelons à soutenir cette proposition de résolution qui vise, je le rappelle, à appuyer le projet de directive européenne instaurant une présomption de salariat des travailleurs et travailleuses des plateformes. D'abord parce que cette résolution importante et pertinente s'inscrit pleinement dans les travaux de notre commission, puisque dès janvier 2021, avec Carole Grandjean, députée LREM, nous avions présenté ici même un rapport sur la protection sociale des travailleurs et travailleuses des plateformes numériques. Nous constations déjà la nécessité d'apporter une régulation efficace du secteur du fait du déséquilibre de la relation de travail et de l'incertitude du statut des travailleurs et des travailleuses concernés. Outre les effets négatifs sur la santé, le manque de protection sociale accroissant le risque de pauvreté et d'instabilité économique. Nous avions plaidé pour qu'une directive relative au travail sur les plateformes soit adoptée, permettant de clarifier les règles applicables et de stabiliser le fonctionnement du secteur, et en appuyant la nécessité de mesures pour concrétiser le socle européen des droits sociaux. Et en vérité, cette directive et le fait de pouvoir s'exprimer en tant que représentation nationale participe du processus de conquête de nouveaux droits sociaux, et c'est une étape de notre point de vue essentielle à franchir pour construire véritablement une citoyenneté sociale européenne qui offre des droits et des garanties et des protections à tous les travailleurs et travailleuses. C'est appuyé par les recherches et les travaux interdisciplinaires universitaires à travers l'Europe. Je pense notamment au projet du CEPASOC où ces problématiques ont été appuyées. Et enfin, je voudrais dire qu'on ne peut sans cesse déplorer le manque d'adhésion par certaines catégories de la population au projet européen et manquer l'opportunité de concrétiser la citoyenneté sociale européenne par ce type de directive. Voilà pourquoi il faudrait voter cette résolution. Merci Madame la députée. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Bien sûr. Merci mes chers collègues pour ces différentes interventions. Je vais essayer d'y répondre. Je vais commencer par la meilleure, monsieur l'ex-président de la commission d'enquête parlementaire, parce que franchement, avoir pour tout argument l'insulte de complotiste, mais franchement, si le sujet n'était pas aussi grave, on pourrait juste se marrer en fait. Mais vous avez déjà utilisé cet argument au moment de la commission d'enquête parlementaire, et vous avez considéré que c'était complotiste. Voilà, que en fait, un consortium de journalistes avec juste Le Monde, Radio France se saisissent de tout un tas de données, c'était complotiste. Enfin, je veux dire, il faut voir quand même le niveau. Et en fait, voir du complot là où il n'y en a pas, c'est là où c'est complotiste. Par contre, ce qui est vrai, c'est que oui, et ça a été confirmé par monsieur le commissaire européen aux affaires sociales et économiques, monsieur Schmitt, il nous l'a redit lundi. Pour lui, oui, la France joue un rôle déterminant dans la volonté de torpiller cette directive. C'est pas un complot. Il le sait, il le reconnaît, il le dit, voilà, la France, elle défend une ligne rouge qui est de dire French derogation, hein, une dérogation à la française. Et vous l'avez redit d'ailleurs dans votre argument. Le discours de la France est de dire, les pays États membres qui auraient un dialogue social entre les travailleurs des plateformes et les plateformes pourraient finalement se soustraire de l'application de la directive. Vous imaginez comment dire, la première étape que cela constituerait? Ça veut dire que demain, si vous avez n'importe quelle progression sociale faite pour les droits des travailleurs au niveau européen, un État membre pourrait plaider la clause de la désobéissance pour dire ah non, nous on préfère faire le moins-disant social. Donc, il faut se rendre compte de la gravité par rapport à tout le travail, pour une fois que l'Union européenne avance un progrès social. Mais surtout, la transposition de l'idée de la French dérogation, c'est aussi critère par critère. En clair, la directive négociée du 13 décembre
estime que si un travailleur coche 2 critères de lien de subordination sur 5, il peut être reconnu comme salarié. En gros, si un travailleur ne fixe pas lui-même ses tarifs, c'est bien la preuve qu'il n'est pas un vrai indépendant. Donc la question de qui décide du tarif dénote bien un lien de subordination avec la plateforme qui joue un rôle d'employeur. Sauf que pour la France, eh bien, si dans le dialogue social, les plateformes et les représentations des travailleurs se sont mis d'accord sur un tarif minimum, alors la question du tarif ne peut pas être prise en compte comme critère de requalification salariée. Et avec la French dérogation, il sera encore plus difficile demain pour un travailleur de plateforme de faire reconnaître son lien de subordination et obtenir sa requalification salariée. C'est donc la position de la France, et elle est bien perçue comme telle, une position totalement alignée sur les intérêts des plateformes et une position qui roule pour Uber, avec des conséquences qui peuvent être extrêmement graves. Alors, vous m'avez dit également il y a en fait, il y aurait une contradiction entre prétendre que le rôle de l'exécutif, d'ailleurs, plus que la France, parce que la représentation parlementaire au Parlement européen française, elle défend l'intérêt général. Mais le poids de l'exécutif français contre cette directive, finalement, dénoncer cela est contradictoire avec le fait que on critiquerait le fait que vous n'ayez pas suffisamment de pouvoir sur le Mercosur, si j'ai bien compris votre argument. Mais je pense au contraire qu'on est face au même problème. Vous ne vous opposez pas réellement aux accords de libre-échange, de la même manière que vous soutenez les intérêts des plateformes et que vous vous opposez aux directives incarnant un progrès social. Et que donc, quand vous accusez une vision dogmatique de l'économie, eh bien, qui est dogmatique ici? C'est bien le dogmatisme de l'ultralibéralisme que vous incarnez. Et par contre, il y en a un autre argument que vous défendez qui est très intéressant, qui est la question de la préservation des vrais indépendants. Et moi, je suis d'accord avec vous. Il faut défendre les vrais indépendants. Et le meilleur moyen de défendre les vrais indépendants, c'est de requalifier en salariés les faux indépendants. Le meilleur moyen de défendre les vrais indépendants, les petits artisans, les différentes personnes qui véritablement veulent avoir la maîtrise de leur travail, des tarifs, des horaires, de l'ensemble des critères, c'est de ne pas faussement appeler indépendants ceux qui sont dans un rapport de subordination et qui, au final, par le biais de ces plateformes-là, organisent une concurrence totalement déloyale vis-à-vis des vrais indépendants. Et je l'ai redit dans mon intervention, donc je ne développerai pas, sur le nombre de petites entreprises et d'artisans et d'indépendants qui, aujourd'hui, subissent de manière très forte cette concurrence déloyale de la part de ces plateformes. Et n'oubliez pas, dans la directive du 13 décembre, il est bien dit que c'est à la plateforme de démontrer qu'elle a affaire à des vrais indépendants. Donc les vrais indépendants, si une plateforme a affaire à des vrais indépendants, ils n'ont rien à craindre, puisque la plateforme pourra le démontrer. J'entends également qu'il n'y aurait aucune raison de voter aujourd'hui, puisque l'accord, en fait, n'existe pas, puisqu'il n'y a pas encore d'accord trouvé, puisqu'il n'y a pas d'accord voté. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue. Il y a eu un accord provisoire, et d'ailleurs, madame... votre députée européenne qui a joué un rôle historique, Sylvie Brunet, s'en est félicitée. Il y a eu un accord provisoire de trouver le 13 octobre, un accord provisoire historique, et on sait pertinemment que les négociations qui reprennent demain, si elles reprennent demain, ça ne va pas être sur la base de l'accord du 13 décembre. Sauf si nous, ici, nous votons, nous assumons nos responsabilités et que nous faisons pression pour que l'exécutif français respecte non seulement la représentation nationale que nous incarnons ici, mais respecte également la représentation nationale de l'ensemble des parlementaires européens, de ce qu'ils ont défendu au Parlement européen. Parce que sinon, que va-t-il se passer? Et M. Schmitt nous l'a bien dit, les discussions à partir de demain, ça veut dire que c'est des discussions qui ne sont plus sur des critères. Ça veut dire que c'est des discussions où la France impose sa ligne rouge de la French dérogation. Quelque chose dont nous n'avons jamais discuté à l'Assemblée nationale. Quelque chose qui n'a pas été débattu par le Parlement européen. Mes chers collègues, il est donc important de soutenir ce texte. Dernière petite chose, vous m'avez posé, les députés RN, sur les mesures européennes envisagées pour les travailleurs illégaux. Ne nous trompons pas de débat. Là, on est sur la question de la directive sur les travailleurs des plateformes. Après, il y a des conséquences. La directive des travailleurs des plateformes, eh bien, à partir du moment
où on reconnaît le statut de travailleur salarié, eh bien, c'est dans le cadre du salariat que la question du statut va se poser. Et aujourd'hui, il y a la circulaire Valls qui est encore en application et qui permet la régularisation par le travail pour ce qui concerne la France. Mais la situation dans chaque pays n'est pas la même. Est-ce que j'ai répondu à l'ensemble des questions? Je voulais remercier les collègues des différents groupes, qu'il s'agit du groupe GDR, du groupe écologiste, du groupe socialiste pour vos interventions, parce que je sais que nous partageons cette même volonté de faire en sorte qu'aujourd'hui on participe de l'histoire, parce que c'est vraiment un texte extrêmement important. Je souhaite attirer l'attention des collègues du MoDem. Mes chers collègues, attention à ce que votre vote, finalement, ne détricote pas complètement ce que les vôtres ont fait au niveau européen. Et croyez-moi, je le dis avec sincérité, c'est quand même la première fois, non seulement que l'Union européenne peut porter un tel progrès social, une telle dimension, mais qu'en plus, on peut s'en faire une fierté collective. Parce que pour la première fois, il y a un an au Parlement européen, tous nos groupes ont voté la même chose au Parlement européen. Et l'accord là du 13 décembre, il est en deçà de cela. Sauf que si on n'accepte pas cet en deçà, ce compromis, ce qui va poindre sera en totale contradiction avec tout ce qu'a pu défendre Madame Brunet. Donc votez contre cette résolution, c'est voter contre le travail qu'elle a pu réaliser. Voilà, mes chers collègues, pourquoi, je vous le dis et je vous le redis, il me semble vraiment essentiel de pouvoir soutenir cet accord et que ce débat puisse se poursuivre également dans l'hémicycle. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose que nous commencions l'examen des amendements, en commençant par l'amendement numéro 1, déposé par Madame Mélin. Merci, Monsieur le Président. Si les plateformes de livraison de repas contrôlaient la régularité des livreurs, elles auraient 80% de coursiers en moins. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Serge Slama, professeur de droit public à l'université Grenoble-Alpes. Puisqu'un angle mort de la directive concerne évidemment les travailleurs illégaux, à l'origine de l'enquête bruxelloise, vous le savez, des Uber Files, qui avait permis d'établir que 55% des coursiers contrôlés n'avaient pas de papier. Le scandale qui avait éclaté à l'époque, et les conclusions étaient claires, les plateformes ont fermé les yeux de manière assez évidente. La France, d'ailleurs, s'en était emparée, et on apprenait l'an dernier que plusieurs pistes ont été mises sur la table pour lutter contre les fraudes et la sous-location des comptes, ce qui s'est retrouvé pour partie dans le plan national de lutte contre le travail illégal 2023-2027. Il faut dire aussi que parallèlement, au niveau européen, la question avait été balayée. Alors, madame, vous avez dit que nous avions la circulaire Valls. Or, sauf erreur de ma part, la loi Hortefeux de 2007 et la circulaire Valls de 2012 ne prévoyaient pas spécifiquement les auto-entrepreneurs. Il s'agit donc, selon nous, d'un sujet politique essentiel qui ne figure pas dans votre proposition. Nous demandons à tous nos collègues de bien vouloir l'y inclure. Alors, je donnerai un avis défavorable à cet amendement pour les raisons suivantes. D'abord, la sous-location frauduleuse des comptes dont vous parlez est en réalité assez marginale. Il faut savoir que ce serait 2500 sur 60 000 livreurs actifs pour Uber Eats, pour donner qu'un seul exemple. Par ailleurs, il y a un vrai problème en revanche sur la révision de la circulaire Valls 2012. En fait, vous l'avez très bien dit, les travailleurs indépendants ne sont pas pris en compte dans cette circulaire. Et précisément, l'objet de la directive, par la requalification en salariat des livreurs qui sont dans un rapport total de subordination, ils sont, leur patron, c'est l'application et l'algorithme. C'est l'application et l'algorithme qui fixe les tarifs, qui les déconnecte si elle est insatisfaite et qui surveille, y compris leur déplacement. Bon, s'ils sont requalifiés en salariés, à ce moment-là, parce que salariés, ils rentreront dans le cadre de la circulaire Valls. Voilà, et donc c'est la raison pour laquelle je donne un avis défavorable à cet amendement. Merci. Il n'y a pas de demande de prise de parole. Je le soumets au vote. L'amendement numéro 1 qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 2, toujours Madame Mélin pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement de précision où nous aimerions voir apparaître, après l'alinéa 21, l'alinéa suivant, considérant que de nombreux États européens réagissent
et que la justice donne raison à de nombreux travailleurs de plateformes dont le statut d'auto-entrepreneur ne correspond pas ou ne correspond plus à la réalité, que le lien de subordination est progressivement reconnu, c'est ce que vous disiez, madame, imposant de fait aux plateformes une requalification progressive des contrats. Cette réalité juridique dans beaucoup de pays devrait, selon nous, devenir aussi une réalité dans cette directive. Merci beaucoup. Madame la rapporteure. Alors, sur la... excusez-moi, je suis perdue. Oui, concernant votre deuxième amendement, en fait, à la fois sur le fond, je vous dirais qu'il y a déjà un nombre croissant d'États qui plaident en faveur d'une réglementation européenne, et c'est la France qui s'évertue à diluer à chaque fois les effets de la future directive. Mais votre amendement, il est déjà satisfait à l'alinéa 22, à l'accord issu du trilogue qui était équilibré, ainsi que par la référence à la jurisprudence aux alinéas 12, 13, 19 et 20 du projet de résolution. Donc votre rappel est déjà inscrit dans le texte qui est soumis au vote. Donc je mettrai un avis défavorable sur cet amendement. Mais voilà, j'en déduis que vous êtes de fait déjà d'accord, puisque c'est dans le contenu du texte. Hein. Je vous remercie. Merci. Très bien, il est retiré. Dans ce cas, je vous propose que nous passions à l'amendement suivant, l'amendement numéro 3 de Madame Le Grip pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Par cet amendement, nous souhaitons supprimer l'alinéa 22 de la proposition de résolution européenne portée par le groupe LFI, c'est-à-dire la préconisation essentielle, celle par laquelle nos collègues LFI souhaitent inviter le gouvernement français à soutenir l'accord qui aurait été trouvé en trilogue entre les trois institutions européennes le 13 décembre. Comme cela a été dit et redit, mais je veux le redire, il n'y a pas eu d'accord en trilogue qui puisse être considéré comme accord définitif et de ce fait dûment soumis au vote des uns et des autres. La présidence espagnole, qui a voulu en quelque sorte forcer le cours des choses sur ce dossier, a très rapidement constaté qu'elle n'avait pas la majorité qualifiée requise au sein du comité des représentants permanents des États membres et qu'elle a donc été obligée de constater son échec. Et cela a été dit, encore une fois, dès le 22 décembre, la présidence espagnole du Conseil de l'Union européenne a officiellement reconnu l'échec des négociations. Il n'y a donc pas eu d'accord en trilogue, contrairement à ce que, Madame la rapporteure, vous nous faites croire depuis le début, et la présidence belge a repris les négociations. Et il n'y a donc qu'à l'issue d'un éventuel travail de conclusion favorable sur un texte qui serait le fruit d'un compromis, d'un accord politique entre les équipes de négociation du Parlement européen, du Conseil et la Commission, que pourrait se réenclencher le processus d'examen parlementaire avec un vote dans la commission parlementaire saisie au fond, la commission emploi, et l'autre co-législateur qui est le Conseil des ministres. Donc clairement, il n'y a pas lieu, il n'y a tout simplement pas lieu à ce stade. C'est un peu ce que disait notre collègue Benjamin Haddad, la surtransposition avant même la finalisation d'un processus, certes complexe, je vous l'accorde, mais les processus décisionnels dans l'Union européenne sont un petit peu longs et un peu complexes. Il n'y a pas lieu d'inviter le gouvernement à soutenir un accord qui n'a pas eu lieu et qui est entièrement remis en cause par les travaux qui se déroulent actuellement. Donc nous allons demander à soutenir cet amendement. Merci, Madame la rapporteure. Alors, évidemment que j'apporterai un avis défavorable à cet amendement, puisque cet amendement il vise à vider totalement le projet de résolution de son contenu. Alors d'abord, comme l'a rappelé le commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux, M. Nicolas Schmit, que nous avons auditionné, le texte issu du trilogue du 13 décembre était déjà une position de compromis, et un compromis extrêmement équilibré entre les positions du Conseil et du Parlement européen, qui avait déjà consenti à de nombreuses concessions. Et d'ailleurs, Madame Sylvie Brunet, dans son tweet, parle bien d'un accord provisoire. Oui, c'était un accord provisoire. Si l'accord était définitif, je voudrais vous dire, on n'aurait pas besoin de voter dessus. Donc c'est bien parce que ça n'est qu'un accord provisoire que la Commission des affaires européennes doit se saisir pour donner la position de notre représentation. S'il était définitif et que toutes les choses étaient d'ores et déjà tranchées, eh bien, ma foi, ça y est, la question serait réglée, nous n'aurions pas à en débattre. Cet équilibre a été rompu
Pourquoi est-ce que cet équilibre et cet accord provisoire du 13 décembre a été rompu? Il a été rompu principalement par le gouvernement français, qui, bien sûr, a entraîné d'autres pays. Je vais vous en donner la suite et vous allez voir la liste des pays. La France, elle a entraîné avec elle la Bulgarie, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie magnifique, l'Irlande, l'Italie et les pays baltes. Et sur quelle ligne elle les a embarqués? Sur quelle ligne Simonet, s'il vous plaît. la France les a embarqués? Sur la ligne de défense des lobbies d'Uber. Et c'est ainsi que ça s'est passé. C'est ainsi que ça s'est passé. Vous pouvez hocher de la tête. Mais, non, votre voisine. Mais je vous assure que la situation est extrêmement problématique. Quand vous avez le commissaire européen qui vient justement en France aujourd'hui pour essayer de discuter notamment avec les sénateurs et qui est inquiet, et quand nous l'auditionnons, il dit la chose suivante: on se heurte à des demandes inacceptables pour le Parlement mais aussi pour la Commission, telle que la demande de dérogation générale soutenue par la France. Vous entendez ces phrases? J'aimerais bien le faire avec l'accent de M. Schmitt, mais il serait particulièrement grave qu'un accord collectif dont la représentativité est discutable puisse déroger à des règles européennes. On est dans une situation où les seuls gagnants de la dernière version du texte présentée par la présidence belge, ce sont ces grandes plateformes. Voilà pourquoi on doit, à mon avis, inviter le gouvernement à revenir sur le texte le plus protecteur pour tous, le compromis auquel on a pu aller, qui est vraiment le... Voilà, on n'aura pas d'avancée plus que celui-ci. Mais surtout, j'aurais un dernier argument sur votre amendement. Quand vous supprimez tout l'attendu de la résolution, ça veut dire que vous ne voulez même pas qu'on en débatte dans les 6 cycles. Parce que vous auriez pu proposer une réécriture. Vous auriez pu proposer une réécriture qui aurait pu être soumise à un débat dans l'hémicycle de la représentation nationale. Et vous auriez pu en profiter pour faire d'autres amendements pour dire qu'est-ce que vous attendez de cette directive? Parce qu'on aimerait enfin, de manière transparente, que l'exécutif dise ce qu'il attend. Nous savons ce qu'attendait le groupe Renew au Parlement européen. Et ce qu'attendait le groupe Renew, ce qu'attendait le groupe, je ne sais plus comment il s'appelle, mais où il y a LR. Nous savons ce qu'attend le groupe de la gauche. Nous savons. Pourquoi? Parce que nous les avons entendus se battre au Parlement et voter. Ils ont réussi à converger. L'exécutif, on entend qu'il défend la voix d'Uber. Peut-il confirmer devant l'ensemble de la représentation nationale qu'il défend les intérêts d'Uber ou l'intérêt général? Voilà pourquoi, mes chers collègues, je donne un avis défavorable à cet amendement qui, en fait, non seulement vise à s'opposer à l'accord du 13 décembre, mais il vise également à empêcher notre représentation nationale d'avoir un débat en toute transparence sur ce que nous attendons de cette directive européenne. Merci beaucoup. J'ai 3 demandes de prise de parole sur cet amendement, donc je vais donner la parole en commençant par Mme Caramanli pour le groupe PS. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la rapporteure, elle a déjà apporté des éléments. Moi, je voulais juste je dirais, par ancienneté d'une certaine manière des travaux européens ici, dire quelque chose. En fait, sauf erreur de ma part, notre commission a été saisie à plusieurs reprises de PPRE ou de rapports dont les recommandations ou les propositions étaient préalables aux décisions de la Commission ou du Conseil de l'Union européenne, voire même de notre Assemblée, et pour lesquelles, justement, elle exprimait un soutien ou une demande vis-à-vis de l'exécutif. Donc là, Constance, effectivement, vous l'avez déjà vu depuis très longtemps. Les avis sur la réforme budgétaire, par exemple, de l'Union européenne, zone euro et sur certaines négociations ou même instruments en matière de marché unique ont été aussi rendus avant ou pendant des négociations qui souvent d'ailleurs sont, je dirais, des rondes successives, si je peux me permettre l'expression. Donc, dans ces conditions, honnêtement, sur cet amendement-là, je ne vois pas l'inconvénient majeur de soutenir, de soutenir finalement le point de sortie essentiel qui propose la PPRE ici, même si je comprends qu'il peut y avoir des nuances sur l'expression des motifs.
En tout cas, voilà. Mais il ne faut pas qu'on reste dans les nuances, puisque ce n'est qu'un avis, c'est une PPRE, ça permet d'inviter. Donc honnêtement, on peut sortir par le haut en soutenant finalement cette PPRE et en essayant de chacun se place à son niveau. C'est œuvre collective que nous pouvons faire aussi pour inviter notre aussi pays à soutenir finalement ces démarches-là. Ça n'engage pas plus que ça et je trouve que c'est important quand même d'afficher une volonté collective. Merci. Merci Monsieur Ruffin pour la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Là, on a une Europe qui propose un progrès. Et la manière dont la France, mais le Président de la République et les députés ici de la majorité enlisent le débat, l'emmènent dans un labyrinthe imbitable avec un baratin pas possible, je veux dire, qu'est-ce que ça va produire? Ça produit du dégoût. Ça produit du dégoût quand il y a un progrès de cette nature-là qui est proposé et que juste, il y a un loup. Ça produit pour moi un dégoût de l'Europe parce que ça va revenir sur la faute de l'Europe, alors qu'aujourd'hui c'est la faute de la France, c'est la faute du président de la République, et sur un dégoût de la République quand il y a la possibilité d'un progrès et qu'on s'y oppose. C'est pas la première fois. Il y avait déjà eu le congé parental qui avait été tombé comme ça, alors qu'au niveau européen, il y avait une volonté du Parlement européen, y compris de la Commission européenne, d'avancer sur un congé parental. Sur les taxes sur les transactions financières, c'est aussi la France qui avait fait partie des pays qui avaient arrêté un processus qui était en cours. Et je pense que la question qui se pose aujourd'hui, c'est de nouveau, est-ce qu'on est au service d'Uber? Quand on a les documents qui sont parus sur les liens entre Emmanuel Macron, La République En Marche et les lobbyistes d'Uber, je ne comprends pas qu'on ne baisse pas un peu le pavillon, quoi. Qu'on ne fasse pas œuvre d'humilité quand on a ces casseroles-là, quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, il s'agit de soutenir les parlementaires européens qui, ensemble, ont pensé voter ce progrès, ou est-ce qu'il s'agit de soutenir, par servilité, un président de la République qui est isolé sur le sujet? Merci Monsieur Ruffin. Monsieur Chassaigne. Alors moi, c'est plus sur la nature même de cet amendement. Moi, je suis époustouflé. Parce que quand on lit l'exposé des motifs de cet amendement, ça voudrait dire que dans cette commission des affaires européennes, on ne pourrait plus faire de projet de résolution. Parce que l'objectif même d'un projet de résolution tel qu'on les conduit dans cette commission, c'est donner l'avis de l'Assemblée nationale sur une discussion qui a lieu au Parlement européen, ou même un avis qu'on peut donner sur la Commission européenne. C'est ça l'objectif. Or, qu'est-ce que je lis dans cet amendement? C'est supprimer l'objet même de la résolution en indiquant qu'on ne peut pas demander à la France de ratifier un accord qui a été remis en cause par d'autres pays de l'Union européenne et qu'il faut donc une autre base de travail que celui de l'accord du trilogue. Mais alors, écoutez, on suspend, on supprime la Commission des affaires européennes, on ne fait plus de propositions de résolution, on ne donnera pas notre avis, l'Assemblée nationale, le pouvoir législatif, ne pourra pas s'exprimer sur des politiques qui sont définies au niveau de l'Union européenne, on rentre chez nous et c'est réglé, à 15h, on sera disponible les mercredis après-midi. Oui, enfin, il y a quand même une réforme constitutionnelle pour supprimer la commission, mais ça sera un autre débat. Je vous propose de mettre au vote cet amendement qui a reçu un avis défavorable de... Ah non, pardon, Madame Mélin pour le groupe Rassemblement National, comme ça tout le monde s'est exprimé. Je voudrais d'abord avoir ici une pensée chaleureuse pour mon ex-collègue au Parlement européen et toujours collègue dans ma circonscription, Sylvie Brunet, à laquelle je pense beaucoup parce que non seulement elle a dû faire ce travail magnifique dans des circonstances personnelles très difficiles, mais aussi devoir affronter ce qu'en politique on connaît bien, qui sont des camouflets où la totalité de notre travail est remis en cause par ses propres amis. Donc je pense parfaitement à elle aujourd'hui et je tiens à dire que en droiture et en loyauté, c'est une personne tout à fait estimable. Ceci dit, bien évidemment, nous allons nous opposer à cet amendement qui, évidemment, on n'aurait même pas dû discuter s'il faut en arriver au dernier point par un amendement à supprimer le texte. Effectivement que ça met à mal notre souveraineté de décision, ça met à mal notre souveraineté de suggestion d'État français au Parlement européen.
Et bien entendu, je ne vois pas pourquoi, alors qu'il est si difficile, voilà bientôt 10 ans qu'à l'Europe on travaille avec des heures et des heures de travail pour trouver une solution à ce phénomène qui est tout à fait inquiétant, même s'il est maintenant tout à fait installé et qu'il convient à beaucoup de consommateurs, le système de plateforme et des algorithmes est infiniment problématique et doit être jugulé. Alors pourquoi retarder alors que forcément, à la sortie, il y aura forcément du moins 10 ans. Voilà pourquoi nous allons nous opposer à cet amendement. Merci beaucoup. Je mets... Allez-y, Madame Le Grip. Oui, rapidement, Monsieur le Président, et merci de votre mansuétude. Je voulais simplement redire, comme l'a dit Benjamin Haddad, que bien évidemment, notre pays est engagé à travers ses représentants au sein du Conseil de l'Union européenne, donc son gouvernement, son ministre, à trouver une écriture qui sera le fruit d'un travail de compromis, d'accord, et que bien évidemment l'accord qui sera obtenu en trilogue, nous le défendrons une fois qu'il aura été topé dans les deux collichateurs que sont respectivement le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Merci beaucoup. Tout le monde s'est exprimé, c'était important. Donc je mets donc au voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la rapporteure, qui est pour, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. J'en viens donc à la mise aux voix de l'article unique de la proposition de résolution. Qui est pour? Qui est contre? Elle n'est pas adoptée. Si, parce qu'on a égalité. On peut compter sur... On va compter. Monsieur Ruffin, on peut compter. Donc, qui est pour? Levez la main. 1, 2, 3, 4, mais c'est bon, il y a l'administrateur qui compte. Ah bah faut compter. Ah bon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17. Qui est pour? Et qui est contre, pardon? Qui est contre? Excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle n'est pas adoptée. Nous en venons donc, voilà pour la résolution qui n'est pas adoptée, nous en venons donc au point suivant de l'ordre du jour, qui est l'examen du texte de Monsieur Alfandari. Je vous propose de quitter la salle pour ceux qui le souhaitent, pour qu'on puisse examiner le point suivant. Monsieur Alfandari, où est-il? Ah, il est là. Monsieur le rapporteur. Bien. Monsieur Alfandari, nous allons examiner votre rapport d'information sur l'évolution du marché des crédits carbone au niveau européen et je vous donne tout de suite la parole. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, mon intervention sera brève et se résumera à une question que j'ai voulu volontairement provocatrice. Sommes-nous en train de tuer notre industrie française et européenne avec la réforme du marché du carbone? Évidemment, nous devons nous féliciter de l'aboutissement des réformes du Pacte vert européen, parmi lesquelles l'évolution du marché des crédits carbone. Évidemment, nous pouvons être satisfaits que l'Union européenne soit le leader mondial dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec un mécanisme pour donner un prix au carbone de plus en plus ambitieux. Évidemment, nous ne pouvons que nous réjouir de la création du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui permettra à l'Europe de sortir d'une forme de naïveté climatique en incitant les autres États membres à respecter des normes protectrices du climat par la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Mais en travaillant sur ce sujet, je me suis rendu compte qu'au-delà des motifs de satisfaction de façade, l'ensemble de ces évolutions présentait des dangers pour notre économie. Nous avons en effet sauté sans parachute et élargi un dispositif qui n'a pas vraiment convaincu jusqu'ici. Je m'explique. Le marché du carbone européen, créé en 2005, avait un objectif principal, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, afin de permettre au secteur exposé à la concurrence internationale de rester compétitif, les institutions de l'Union ont prévu l'allocation de quotas carbone gratuits. Cette allocation, particulièrement généreuse, couplée à la récession de 2008, a ainsi fait chuter le prix du quota carbone autour de 5 € la tonne en 2013. Il était alors beaucoup plus intéressant de payer pour les émissions produites que d'investir dans la décarbonation des processus de production. Si des réformes paramétriques et une reprise de l'activité économique depuis 2021 ont permis d'atteindre aujourd'hui le prix de 90 € la tonne, la plupart des études montrent tout de même les effets très limités du marché du carbone sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre depuis sa création. Face à ce constat, une décision s'imposait, la réforme du système d'échange de quotas carbone, de manière à atteindre des objectifs climatiques de plus en plus ambitieux avec le Pacte vert pour l'Europe. Nous ne pouvons que souscrire à la nécessité. Ce sont les modalités de la réforme qui suscitent néanmoins l'inquiétude. Nous avons créé de nouveaux instruments sans être certains qu'ils fonctionnent. Si, et personne ne le souhaite, le mécanisme d'ajustement aux frontières ne fonctionnait pas en pratique, l'industrie européenne se retrouverait nue, sans protection, face à la concurrence des pays tiers, au premier rang desquels figurent les États-Unis et la Chine. La réforme du marché carbone prévoit en effet la suppression progressive des quotas gratuits dans l'Union européenne, de manière à rehausser le coût de la tonne de carbone et à atteindre nos objectifs climatiques et environnementaux. La réforme prévoit également l'extension du marché carbone à de nouveaux secteurs, le transport routier, le transport maritime et le bâtiment. La contrepartie de la suppression de ces quotas, qui expose donc l'industrie européenne à la concurrence internationale, est la création du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Mais ce mécanisme est vicié dès sa création pour 3 raisons. La première tient au fait que ce mécanisme ne couvre pas les produits finis. Ainsi, si un importateur fait venir de Chine une tonne d'acier, l'entreprise exportatrice chinoise paiera alors des certificats carbone correspondant aux émissions. En revanche, si un importateur fait venir de Chine une voiture dans laquelle se trouve une tonne d'acier transformé, l'entreprise exportatrice n'aura pas à payer les certificats carbone correspondant aux émissions. Cette lacune est extrêmement préoccupante pour tous les secteurs aval de notre industrie. Deuxièmement, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pose un problème pour la compétitivité à l'export des produits européens. C'est la seconde raison. Les secteurs couverts par le MACF ne bénéficient plus de quotas gratuits et voient leur compétitivité réduite à l'export du fait du réenchérissement du coût de production. En revanche, la concurrence extra-européenne ne sera pas soumise à une tarification carbone équivalente pour que les produits ne franchissent pas les frontières européennes. La troisième raison est en lien avec les méthodes de vérification des émissions des pays tiers. Comment s'assurer que les méthodes de mesure des quotas reflèteront fidèlement l'intensité carbone des produits ? Les conclusions du rapport vont même plus loin. Les bureaux de certification pourraient en effet être captifs d'un nombre limité de clients industriels dans les pays tiers, produisant ainsi des comptes carbone en deçà des émissions réelles. Les acteurs en charge de l'audit, rémunérés par les acteurs audités, seront ainsi sujets à d'importants conflits d'intérêts qu'il faut prévenir. Je crois donc qu'il y a un consensus politique sur les objectifs à atteindre. La décarbonation de l'économie pour atteindre les objectifs climatiques d'une part, et la préservation de la compétitivité de notre industrie d'autre part. Le rapport que je vous soumets aujourd'hui ne remet évidemment pas en cause ces deux cibles. Mais, dans le climat d'autosatisfaction générale autour de la réforme du marché carbone, je crois qu'il est important que des voix s'élèvent pour faire connaître la possibilité d'un péril pour l'industrie européenne. Le bon fonctionnement de ces réformes relève du pari, et nous espérons tous qu'il sera payant. Mais la croyance n'est pas un moyen efficace pour la conception de politiques publiques. Il est absolument nécessaire, face à l'ensemble des écueils que je viens de mentionner, de prévoir, si nous n'arrivons pas à effectuer les ajustements nécessaires, une porte de sortie du marché carbone et du mécanisme d'ajustement aux frontières, en cas d'échec. Sans remettre en cause la nécessité de donner un prix au carbone, ce rapport interroge donc le choix des instruments choisis pour parvenir à ces objectifs, inefficace dans ses premières phases, potentiellement dangereux pour la compétitivité européenne à l'avenir, le marché carbone européen suscite de nombreuses interrogations critiques. Je vous remercie. Merci beaucoup.
La parole est à David Amiel pour le groupe Renaissance et pour 3 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à notre collègue Alfandari pour son rapport de grande qualité et pour la conversation stimulante que nous pouvons avoir aujourd'hui sur un sujet effectivement central, à la fois pour notre souveraineté énergétique française et européenne, pour notre souveraineté industrielle et pour notre engagement à respecter l'accord de Paris. Je crois que la discussion que nous avons montre d'abord que sur le marché ETS, comme d'ailleurs dans d'autres domaines, l'Europe a su ces dernières années rompre avec un certain nombre de dogmes archaïques et apprendre de ses erreurs. Elle a d'abord corrigé des dysfonctionnements majeurs depuis longtemps identifiés des marchés carbone en introduisant un fonds stratégique pour réguler le nombre des quotas en circulation et éviter des prix qui ont trop longtemps fait l'objet de yo-yo et de spéculation, ou en intégrant des secteurs comme le transport maritime, dont l'intégration est indispensable si l'on veut à la fois respecter l'équité avec les autres dimensions de notre industrie et évidemment lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Deuxième élément important, l'Union européenne a accepté de mettre en place cette taxe carbone aux frontières qui, il y a encore quelques années, n'apparaissait que comme un vœu pieux des autorités françaises. Et c'est une vraie victoire pour nous d'avoir ouvert cette brèche. Troisième élément important, l'Europe a admis la nécessité d'accompagner au niveau européen les classes moyennes et les classes populaires dans la transition écologique en mettant en place un fonds européen de solidarité. Alors, à l'évidence, et votre rapport comme votre propos préliminaire le montre, nous sommes aujourd'hui à mi-chemin. Nous sommes dans une situation où nous avons ouvert des brèches idéologiques extrêmement importantes, mais où nous ne sommes pas encore arrivés au terme de ce qu'il faut pouvoir entreprendre pour assurer cette souveraineté énergétique dans une manière qui soit soutenable socialement et industriellement. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, donc cette taxe carbone, ne concerne pas à cette date les produits finis. C'est donc une première étape qui a été mise en œuvre et il est extrêmement important qu'elle puisse désormais s'étendre à d'autres secteurs de notre industrie et je pense en particulier au secteur automobile qui est soumis à une concurrence féroce, notamment venue de Chine. Depuis 1995, nous avons davantage baissé nos émissions de gaz à effet de serre que notre empreinte carbone. La raison est que nous avons en partie importé des choses que nous produisions auparavant sur notre sol. C'est bien cela que le MACF renforcé doit nous permettre de corriger et ce sera, je l'espère, un des objectifs des prochaines années. Deuxième élément important en matière de politique industrielle, les quotas gratuits n'étaient pas la meilleure manière de soutenir notre industrie. Il faut qu'on puisse avoir des programmes ciblés, innovants. L'assouplissement du régime des aides d'État, notamment face à l'IRA américain, nous en offre la possibilité. Il faut maintenant, là aussi, qu'on monte en puissance. Troisième point évidemment important, le Fonds européen de solidarité. À ce stade, il n'est alimenté qu'à 25% par ces quotas que vous mentionnez dans votre rapport, les quotas carbone. C'est insuffisant. Il faut qu'on puisse augmenter les recettes et les ressources de ce Fonds européen de solidarité pour assurer une transition juste. Là aussi, ça doit faire partie dans les années qui viennent de ce que nous devons conquérir. Mais je crois que les bonnes nouvelles des dernières années, c'est que c'est possible. Merci beaucoup. La parole est à Alexandre Sabatou pour le groupe Rassemblement National et pour 3 minutes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, j'ai pris le temps de lire votre rapport dans son intégralité et j'avoue que j'ai été très surpris parce que je m'attendais à lire un rapport d'Eurobéa et finalement ça n'a pas été le cas. Donc je tenais à saluer votre travail objectif qui a été fait. Vous dites d'ailleurs d'emblée que le système d'échange de quotas d'émissions a manqué sa cible principale, c'est-à-dire inciter les secteurs couverts à la décarbonation. Et ce pour une raison simple, le prix de la tonne de CO2 était trop faible pour inciter les entreprises à décarboner. Pourtant, l'idée de ce système d'échange reposait justement sur ce principe. Le prix du quota de CO2 devait rendre plus intéressants les investissements dans la transition écologique de l'entreprise plutôt que d'acheter des quotas pour polluer un peu plus. Le prix de la tonne de CO2 était de 5 € entre 2013 et 2018, 90 en 2023, alors que vous insistez sur le fait dans le rapport qu'il faudrait que ce prix du quota soit 250 € pour obtenir les effets désirés. Or, ce prix faible était dû au fait de la distribution trop importante de quotas gratuits aux entreprises. Une sorte de demi-mesure pour lisser la transition écologique des entreprises et éviter d'accélérer la désindustrialisation de nos économies européennes. Votre constat est sans appel, l'industrie aurait sans doute fourni les mêmes efforts de décarbonation sans l'existence de ce système. Pire, les réductions des émissions de gaz à effet de serre des industries européennes pourraient s'expliquer par 1. La désindustrialisation du continent, avec pour la France, vous donnez les chiffres d'une diminution de 25% en 1977 pour atteindre 10% aujourd'hui, et par les délocalisations que vous illustrez par la part du Made in France de notre industrie, qui chute de 81,7% depuis 1965 à 37,8% en 2019. Ainsi, de là à penser que ce système en est en partie la cause, il n'y a qu'un pas.
Car, comme vous le notez dans votre rapport, la suppression des quotas gratuits, prévue par la réforme du système d'échange de quotas d'émissions de 2023, augmenterait le différentiel de compétitivité de l'industrie de l'Union avec les entreprises des États tiers. Le verre est dans le fruit. Ainsi, au lieu de pousser les entreprises étrangères à devenir plus vertueuses d'un point de vue écologique, ce système pousserait à la désindustrialisation et à la délocalisation. Au lieu de réduire ce différentiel, il l'augmenterait. Finalement, la seule vertu que vous trouvez à ce système est qu'il a permis la comptabilisation des émissions et d'instituer une forme de culture du carbone au sein des milieux industriels, ce qui est, nous en conviendrons, bien loin de l'objectif initial. Toutefois, l'Europe ne semble pas faire le même constat d'inefficacité. Avec le vote d'avril dernier au Parlement européen visant à réformer ce système, l'Europe a introduit de nouveaux secteurs d'application tels que le transport maritime, domestique et le bâtiment. Mais surtout, le texte prévoit l'instauration de quotas d'émissions à partir de 2027 sur les carburants et le chauffage des logements des particuliers. Monsieur le rapporteur, avez-vous une estimation du montant de cette future taxe pour un ménage moyen français? Et d'ailleurs, quand vous évoquez cette réforme, vous parlez de Paris. À la lecture de vos écrits, j'ai l'impression que ce pari va être perdu, ou du moins que nous avons beaucoup plus à perdre qu'à y gagner. Étant donné que ce n'est pas écrit noir sur blanc, qu'est-ce qui vous fait croire que ce pari puisse être gagnant? Car tout semble annoncer une catastrophe. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Daniel Obono pour le groupe de la France Insoumise et pour 3 minutes. Président. Le marché carbone européen n'a, je cite, pas permis de donner un prix au carbone compatible avec les ambitions climatiques de l'Union européenne. Il est indispensable de ménager une porte de sortie. Nous partageons l'une des conclusions de votre rapport, collègue Alfandari, car entré en vigueur en 2005, le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne, dit marché carbone, qui avait pour objectif une diminution des émissions de gaz à effet de serre des secteurs industriels énergivores, des producteurs d'électricité et des compagnies aériennes, et, on peut le dire, un échec patent quasi 20 ans plus tard. Par son mécanisme de quotas gratuits, il a encouragé des stratégies de revente des droits à polluer qui ont permis aux industries les plus polluantes d'empocher jusqu'à 50 milliards d'euros de bénéfices en 2008 et 2019. En raison du prix de carbone bien trop faible sur le marché, il n'a pas contribué de manière significative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En excluant des émissions produites par le transport liées aux importations, il a rendu impossible de réellement favoriser les productions écologiques et de proximité, jalon pourtant indispensable à la bifurcation écologique. Et puis surtout, pour nous, fondamentalement, le principe de marchandisation de droits à polluer sous-tend l'idée qu'à partir du moment où une entreprise polluante paye, peu importe le niveau de prix attribué au carbone, élevé ou non, elle est légitime à continuer de polluer car elle paye, et ce, malgré tous les effets négatifs sur l'environnement qui sont irréversibles et ne peuvent être compensés par l'argent. Il faut en finir avec ce système. Il y a urgence. Je le rappelle, l'Organisation météorologique mondiale indiquait que l'année 2023 était la plus chaude jamais enregistrée. Et elle appelle cette organisation à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Il est temps de passer à une autre politique, non pas de marchandisation, mais de planification de la bifurcation écologique. Le principe directeur de cette nouvelle politique, la règle vert, consiste à ne pas prélever sur la nature plus de ressources renouvelables que ce qu'elle peut reconstituer, ni produire plus de pollution et de déchets que ce qu'elle peut supporter. Et ça passe notamment par un certain nombre de mesures. Pour vous donner un exemple, dans le domaine des transports, qui concentre 31% des émissions, le développement du fret, l'interdiction des lignes aériennes intérieures pour lesquelles il existe une alternative au train, un moratoire immédiat sur toutes les nouvelles infrastructures routières, comme la 69 ou aéroportuaire, pour permettre un état-lieu des alternatives. Par rapport aux émissions de la France à l'étranger, l'instauration d'une taxe kilométrique aux frontières fixée en fonction de la distance parcourue par les produits importés permettrait de dissuader les délocalisations et l'importation de produits trop éloignés. Et la question d'un moratoire sur l'ensemble des accords de libre-échange, ce grand déménagement du monde qui participe amplement à accélérer la crise. De nos points de vue, le mot d'ordre doit être un protectionnisme écologique et solidaire afin de relocaliser les productions essentielles à la vie de notre pays et permettre notre autonomie. Voilà la politique qu'il faudrait véritablement mettre en cause et que nous défendons au niveau français comme au niveau européen. Merci beaucoup. La parole est à Sabine Thier pour le groupe démocrate et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur.
La réforme de 2023 du marché carbone européen réoriente la priorité véritablement vers la lutte contre le réchauffement climatique, aligné sur les objectifs de plus en plus ambitieux. Mais vous avez un regard très sévère sur le sujet, puisque vous dites que ça peut être un cheval de Troie pour les entreprises européennes. Et comme toujours, quand on approche ces questions, on doit trouver la balance entre maintenir la compétitivité de nos entreprises et les enjeux climatiques. Vous y croyez pas vraiment à cette réforme, j'ai l'impression, quand on regarde, ou en tout cas à son succès. Vous dites que c'est incertain et qu'il faut réfléchir à d'autres moyens mondiaux d'attribuer un prix de carbone pour atteindre ces objectifs climatiques. Alors, sur la base de vos auditions, quelle pourrait être selon vous la porte de sortie, puisque vous parlez dans votre rapport de porte sortie en cas d'échec de cette réforme? Et si cette réforme est maintenue donc telle qu'elle, est-ce qu'il y a des outils prévus pour accompagner les petites et moyennes entreprises pour justement faire face aussi aux problèmes de pouvoir d'achat? Merci. Merci beaucoup. La parole est à André Chassaigne pour le groupe GDR et pour 3 minutes. Si vous êtes prêt. Monsieur le Président, je voudrais saluer la qualité du rapport qui nous est présenté aujourd'hui. Je ne peux que partager les conclusions du rapporteur qui dépassent ce que j'appellerais avec délicatesse un horizon libéral rétréci. Tout d'abord, accord sur son appréciation sévère, mais ô combien objective, de l'efficacité du marché carbone européen et de son projet de réforme. Mais aussi accord sur son analyse des risques inhérents à un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières vis-à-vis de l'industrie européenne et française. Je porterai dans cet échange 2 remarques. La première concerne l'alignement permanent de la politique européenne sur la doxa libérale de l'OMC, au point d'en être son porteur de carbone permanent. Ce dogmatisme libéral annihile, dans les faits, toute capacité à mettre en place des systèmes ou des mécanismes efficaces pour réindustrialiser notre pays et l'Union européenne, tout en décarbonant notre industrie. Les meilleurs exemples sont les critiques que vous avez faites, monsieur le rapporteur, sur le risque majeur de contournement et d'adaptation des grands groupes transnationaux et des pays tiers aux nouveaux mécanismes d'ajustement carbone aux frontières MACF. Les instruments choisis, effectivement, ne sont pas les bons, pour la simple et bonne raison que le capital européen a pesé de tout son poids pour ne pas être entravé dans sa liberté de poursuivre ses stratégies financières, stratégies qui sont assises sur les délocalisations industrielles dans les pays à bas coût de main-d'œuvre et les importations de produits finis. On ne peut pas continuer à vouloir décarboner sans s'attaquer à la financiarisation et au coût du capital dans la gestion des entreprises industrielles. Je salue d'ailleurs votre proposition d'instaurer un mécanisme bien plus simple, fondé sur une taxation à l'entrée sur le marché européen, basé sur le mix énergétique et électrique du pays d'origine. Certes, il y a incompatibilité avec le droit actuel de l'OMC. La simple raison climatique nous appelle pourtant à franchir le pas au plus vite. Ma deuxième remarque porte sur l'enjeu déterminant de l'électrification rapide des process de production de notre industrie. Plutôt que de poursuivre dans la voie aussi obsessionnelle qu'inefficace des outils de la finance carbone, le levier prioritaire devrait être celui de l'incitation à l'électrification de tous les usages actuels, avec la maîtrise et la sécurisation des prix de l'électricité pour nos consommateurs industriels. Si, comme on le dit souvent, l'électricité est l'industrie de demain, alors il faut sécuriser les industriels sur le long terme avec des prix réglementés bas et des électrons décarbonés. Quitte à paraphraser le très libéral économiste Ricardo pour essayer de convaincre les plus libéraux de cette commission, il faut que les industriels soient incités au plus vite à bénéficier de l'avantage comparatif majeur que constitue une électricité décarbonée à des prix stables sur longue période, inférieurs au prix du pétrole, au gaz ou au charbon, dans la détermination des coûts de production. Merci, Monsieur le Président. Il me reste, on a fini avec les orateurs de groupe, j'ai encore 3 demandes de prise de parole, donc je vous propose de les prendre, comme ça le rapporteur pourra répondre, en commençant par Liliana Tanguy, dans le groupe Renaissance pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais tout d'abord rappeler que c'est sous la présidence française de l'Union européenne que l'accord qui a établi le mécanisme d'ajustement aux frontières
avait été trouvé en mars 2022 et qu'en 2021, dans un de mes rapports d'information portant sur la loi climat et résilience, j'avais également alerté la Commission sur le risque de délocalisation des entreprises européennes vers des pays aux normes environnementales moins strictes et le risque d'un différentiel de compétitivité qui vient d'être évoqué, défavorable aux entreprises européennes. Et donc, c'est d'ailleurs pour cette raison, c'est pour ce risque de distorsion de compétitivité que ce mécanisme a été imaginé. Et la France a opté pour une approche graduelle. Cependant, vous semblez montrer une certaine forme de prudence à l'égard de cette stratégie. Alors, comment envisagez-vous la porte de sortie, comme vous l'avez indiqué dans votre rapport ? Parce que, en fait, ça serait un peu le signe d'une remise en cause d'un instrument qui, pourtant, est important pour que l'UE atteigne son objectif de baisse de 55% de ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Grégoire de Fournas pour le groupe Rassemblement National pour 2 minutes. 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, merci pour l'honnêteté de votre rapport et en particulier de votre analyse du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Il est évident que la stratégie européenne de décarbonation doit s'accompagner de mesures anti-dumping afin de protéger la compétitivité de nos entreprises. Malheureusement, le dogmatisme écologique européen est une nouvelle fois à l'œuvre et le MACF, qui devait s'apparenter à une forme de protectionnisme vital pour redonner une place de premier rang à nos industries, va en réalité provoquer l'effet inverse. D'une part, l'accélération du calendrier et la fin des quotas gratuits d'émissions d'ici à 2034 ne permettront pas aux entreprises de faire les investissements nécessaires pour s'adapter. Ces quotas gratuits étaient pourtant une manière de soutenir la compétitivité des entreprises soumises aux distorsions de concurrence avec les pays tiers. Mais surtout, censé pallier au dumping environnemental, le MACF, comme vous le soulignez dans votre rapport, concerne seulement les produits simples et non les produits finis, ce qui va inéluctablement créer des distorsions. Le dispositif menace ainsi des centaines de milliers d'emplois, les exportations et les investissements dans l'Union européenne. Je rappelle que la mise en place du mécanisme engendrera la suppression de plus d'1% des emplois industriels dans l'Union européenne et 27 000 dans l'industrie française, selon un rapport de la Fabrique de l'industrie. Notons par ailleurs qu'aucune étude d'impact ni aucune période de test ne sont prévues afin d'anticiper les conséquences de ce mécanisme sur l'économie européenne. Les surcoûts occasionnés plomberont la compétitivité de l'industrie européenne sur des marchés étrangers qui ne sont pas soumis aux mêmes exigences environnementales. Je pense en particulier aux engrais azotés qui représentent une part considérable de la consommation en France, alors que la colère des agriculteurs gronde dans l'Europe entière et particulièrement en France, que nous connaissons de grandes difficultés d'approvisionnement en engrais. Il est impératif de ne pas mettre en place un tel mécanisme inopérant et contre-productif, incluant notamment les engrais azotés. Il faut impérativement que l'Union européenne sorte de son dogmatisme écologique et se reconnecte avec le réel. Je rappelle que la Chine et les États-Unis représentent à eux seuls près de la moitié des émissions de carbone mondiales, contre 7% pour l'Union européenne. Ma question est simple. Vu les conclusions de votre rapport, ne faut-il pas dire stop à la course effrénée à la décarbonation via l'écologie punitive, mais mettre en place des mesures qui permettent une décarbonation sans pénaliser notre industrie par l'innovation? Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Et une dernière question de Laetitia Saint-Paul pour le groupe Renaissance et pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, ma question concerne le domaine agricole, puisqu'on considère que l'agriculture produit plus de 20% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et tous les agriculteurs rencontrés m'ont expliqué que le coût des démarches pour accrocher les crédits carbone est supérieur au coût escompté du crédit carbone. Donc je rejoins votre souhait de l'augmenter à plus de 200 €. Mais comment serait-il possible d'atteindre cet objectif ? Et j'ai rencontré également des entrepreneurs privés qui se mettent sur ce créneau, parce que j'ai eu ce retour également d'agriculteurs qui m'expliquaient que les dispositifs ministériels étaient tellement compliqués que finalement, ils n'arrivaient jamais à les accrocher. Et est-ce que ce ne serait pas un moyen justement de réconcilier agriculture et écologie, justement en créant un revenu complémentaire et notamment, les rendements ne sont pas inférieurs pour les entreprises qui ont des crédits carbone par rapport aux entreprises qui n'en ont pas. Donc ça veut bien dire qu'on peut conserver des rendements tout en étant vertueux. Et alors j'ai une question très spécifique qui m'a été posée. On voit bien partout, même à Paris, l'ambition de créer des micro-forêts. Est-ce que des associations pourraient potentiellement accrocher les crédits carbone? Merci. Merci beaucoup.
Pour faire Alors allez-y, Madame Obono, rapidement. Vous êtes la Merci. dernière. Merci, Monsieur le Président. C'était juste sur un point que je voulais soulever pour le rapporteur sur la question du marché carbone bis par rapport aux annonces qui avaient été faites de plafonnement à 45 € de la tonne de CO2 jusqu'en 2030, qui n'est pas en réalité un vrai plafond puisque ça repose sur un mécanisme de stabilisation hasardeux. Et puis, à partir de 2030, il n'y aura plus de plafond, c'est-à-dire que les citoyens et citoyennes européennes vont devoir payer un prix qui fluctuera pour se chauffer et se déplacer, ce qui laisse imaginer l'effet d'une envolée des prix sur le gaz, comme on a connu en 2021-2022, avec l'extension du marché carbone, alors que dans le même temps, les entreprises continueront de bénéficier de quotas gratuits jusqu'en 2034. Je voulais avoir votre avis et votre interprétation sur le sujet. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Bon, tout d'abord, je voudrais vous remercier, mes chers collègues, pour vos mots et aussi la richesse de vos questions. Je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible. La première des choses, c'est qu'il n'y ait pas aucun malentendu. Bien sûr que je souscris et nous souscrivons à l'intégralité des objectifs de décarbonation de notre société française, européenne et même l'objectif mondial qu'il ne faut pas avoir en dehors de l'esprit et qu'en rien c'est une remise en cause de ces objectifs. La deuxième chose, c'est inscrire tout ceci dans une culture de résultat. On manque dans nos politiques publiques de culture du résultat. Et il y a un moment, vous le savez, le pas de temps est extrêmement court et que, pour paraphraser M. Jancovici, c'est un fusil à un coup. Donc on ne peut pas se tromper. Et donc voilà, la première alerte, elle est là-dessus. Maintenant, M. Amiel, pour répondre à ce que vous avez dit, oui, ce qu'on pointe, c'est la première des choses, et ça on peut le reconnaître, c'est une véritable réussite dans le changement culturel. C'est-à-dire que le marché du carbone a mis à l'agenda des entreprises et des dirigeants cette notion du carbone et de l'émission carbone. Et ça, c'est une réussite qu'il faut saluer. L'autre chose aussi, ça a été dit, ça nous a permis de compter le carbone. Ça paraît idiot, mais on en parlera tout à l'heure puisque vous avez été plusieurs à poser des questions sur les différents mécanismes. Pour mettre des mécanismes, la première chose à faire, c'est déjà de savoir qu'est-ce qu'on émet, qu'est-ce qu'émettent nos processus, et ça nous a appris à compter. Et donc tout ça, c'est extrêmement saluable. Après, l'autre chose aussi, c'est, vous l'avez dit, il faut une stabilité dans le prix du carbone. On ne peut pas avoir une variabilité qui fait que l'incitatif n'existe pas, ou tout d'un coup l'incitatif devient complètement oppressant. Donc il faut une stabilité sur les prix. Et enfin, c'est pour ça qu'on a, sur un certain nombre de déséquilibres, créé le MACF qui est censé venir corriger un certain nombre des déséquilibres. Pour en revenir à tout ça, le marché du carbone n'est pas un marché naturel. Voilà. Donc il n'y a pas d'équilibre qui se font. C'est parce que les pouvoirs publics décident d'utiliser cet objet qu'on crée un marché. Donc ça veut dire que derrière, il faut des mécanismes régulateurs qui permettent d'aboutir à une stabilité des prix. Et c'est précisément ce qui a manqué. Et le fait de dire aussi, et vous avez parfaitement raison, on est à mi-chemin. Mais c'est le sujet sur beaucoup de sujets européens. On est souvent à mi-chemin. Et on peut se poser à un moment la question du danger de rester à mi-chemin. Ça me fait venir aux questions de M. Sabatou. Oui, je suis pas eurobéat, tout simplement parce que je suis profondément européen et que je veux que l'Europe marche. Et je considère que c'est un danger les choses de manière lucide. On a besoin de l'Union européenne, on a besoin de se projeter ensemble vers l'avenir en tant qu'Européens, mais maintenant, il faut que nos politiques fonctionnent. Et c'est pour ça que, voilà, c'est pas une critique de l'Union européenne, c'est on définit une politique, on regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'il faut corriger, et c'est précisément l'objet du rapport.
Donc j'en reviens sur cet aspect de c'est pas un marché naturel. Qu'est-ce qu'on a fait? On prend conscience de la problématique écologique. On a mis du temps à comprendre, mais maintenant on en a pris conscience. Donc on se dit il faut qu'on agisse sur nos émissions. Donc en Europe, on décide de créer le marché du carbone. Le problème, il est dès le départ, c'est-à-dire sur quoi se base-t-on? On se base sur les trajectoires du GIEC, des émissions possibles, et à partir de là, on définit des quotas. Ce qui fait que, très simplement, ils n'ont pas de réalité fondamentale, si ce n'est de tenir ces trajectoires-là. Donc si tout d'un coup votre économie va mal, le politique va décider de relâcher des quotas pour que l'économie aille mieux, et si c'est l'inverse, vous allez en retirer. Sauf que ça n'a aucune réalité. Et c'est ça le problème. Et que surtout, l'ensemble de la trajectoire est soumise à une pression politique qui fait que les revirements mettent en danger le système. Et il y a une chose sur laquelle on n'a jamais voulu aller, et M. Chassaigne a raison, qui est la définition d'un prix du carbone. Alors, bien sûr, les différentes crises des gilets jaunes, de la taxe carbone, etc., et partout ce que l'on voit dans nos pays n'incite pas le politique à aller jusqu'au bout du raisonnement. Mais si on voulait vraiment que ça fonctionne, il y a un moment, il faut définir un prix. Tous les acteurs le disent. Et ça, ça paraît important. Comment le pari peut-il être gagnant? Ça sous-entend observer les choses en temps réel et être capable de se donner les moyens de corriger. Parce que vous m'avez tous interrogé sur la porte de sortie. La porte de sortie, c'est le dernier recours. C'est si les choses se sont mal passées, qu'on a été incapable de corriger les choses au fur et à mesure pour que ça fonctionne, effectivement, là, il faudra penser à sortir. Madame Thilet est partie, et il y aura la question de savoir avec quel financement on sort et comment on compense le choc de cette sortie. Mais de toute façon, il faut bien se rendre compte que la sortie, elle est potentiellement trop tard. Parce que si on sort, ça veut dire qu'on se sera fait suffisamment mal pour en arriver là. Et on ne peut pas se le permettre. J'y reviendrai après. Madame Obono, bon, il y a une partie de votre discours sur laquelle je ne peux pas vous donner satisfaction parce que c'est une vision du marché. C'est-à-dire qu'il y a une vision où on dit on ne va pas vers le marché. Il y en a une où on dit on va vers le marché. Moi, la mienne, c'est que le marché, il est utile. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut le laisser faire n'importe quoi. Mais en tout cas, moi, je suis pro-marché. Après, sur la question du protectionnisme, c'est un problème mondial. Et que c'est bien l'ensemble du monde qui doit aller vers ces objectifs. Donc, si vous protégez, le dialogue avec vos interlocuteurs, il se raidit. Et il faut bien se rendre compte que c'est tentant, parce que c'est plus simple à mettre en œuvre. Ça paraît plus simple à mettre en œuvre, mais ça risque surtout de faire en sorte que nos objectifs mondiaux tombent à l'eau. Hein. Et pareil, on ne peut pas se le permettre. Madame Thilet a posé des questions assez importantes aussi sur la porte de sortie. C'est à ce moment-là où, et je vais répondre un peu aussi à M. Chassaigne, on a notamment en France, et d'ailleurs ça pose une question sur la manière dont on travaille en Europe, parce qu'en fait ce que l'on voit avec le marché du carbone et le MACF, c'est qu'on a imposé au niveau européen une vision complètement française. Ça veut dire que quand on se donne les moyens d'obtenir ce qu'on veut, généralement on l'obtient. On aurait pu très bien faire ça avec l'énergie dès le départ. C'est important de l'avoir en tête. En tout cas, on a imposé une vision française et on a imposé une vision en fait où on dit pour faire la transition, on va prendre tout l'aval et on va s'occuper de tout l'aval et on va avoir un plan d'action pour tout et partout. Et c'est vrai que c'est un choix, mais on pourrait très bien faire le choix aussi de se dire on va se concentrer sur l'amont. Parce que si on réussit la décarbonation de l'amont, de fait, mécaniquement, on va décarboner l'aval. C'est en partie le choix de l'IRA, où ils vont très fortement aller subventionner à travers l'intensité carbone du mix énergétique utilisé. C'est important parce que c'est pareil, c'est lié à un diagnostic de départ. On demande à nos populations et à nos pays de faire des efforts gigantesques. Par ailleurs, la zone européenne est déjà très en avant, la France par son nucléaire historique, de faire des efforts encore plus grands. Et puis c'est forcément, plus on est en avant, plus les derniers pas sont difficiles à faire.
Et à quel titre on le fait? On le fait au titre d'un réchauffement climatique, avec pour hypothèse de base de dire que ce réchauffement climatique est d'origine humaine. Et donc ce sont les activités humaines qui sont à l'origine de ce réchauffement climatique. Ces activités humaines, elles sont essentiellement liées à des consommations énergétiques. Donc on aurait pu très bien se dire que plutôt que de s'occuper de la totalité de l'aval, on allait faire en sorte que l'ensemble de nos consommations énergétiques soit zéro carbone. Ça résolvait une grande partie du problème, si on s'occupe du principe du réchauffement climatique. Donc ce n'est pas le choix qu'on a fait. Mais dans les choses, je pense, dans les points d'intention qu'on doit avoir, il faut garder ça en tête. Sur le fait de dire que l'Union européenne est toujours dans une logique qui colle à l'OMC, dans une logique libérale, oui, mais enfin, moi, une fois de plus, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, je pense que le mot libéral n'avait rien à faire dans les traités et que c'est une option politique qu'on tranche lors des élections. Maintenant, moi, je suis profondément libéral, mais libéral ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles. C'est une interprétation très particulière de considérer que le libéralisme, ça doit être la jungle. Le libéralisme, il tient par des règles. La liberté, elle tient avec des règles. Et c'est précisément ça qu'il faut faire. Et l'autre chose qui manque, ça a été dit, le marché du carbone, les gains qui ont été faits jusqu'à maintenant, en fait, ils ont été faits naturellement, hélas, par des délocalisations, par des baisses d'activité, et aussi par les gains de productivité que les entreprises auraient fait globalement assez naturellement. Et ce qui manque souvent aussi dans nos politiques publiques, c'est qu'on ne part pas suffisamment du métier. Je veux dire, personne dans ces trajectoires n'est allé interroger les entreprises et les industries pour savoir ce qu'elles en pensaient d'un point de vue métier, ce qu'elles étaient capables de faire, quels gains d'innovation technologique elles pensaient faire dans les prochaines années, etc. Et je pense qu'il y a un moment, il va falloir se préoccuper de partir du métier des uns et des autres. On parlait d'agriculture tout à l'heure, etc. Mais de partir du métier des gens. Ça ne veut pas dire faire tout ce qu'ils vous disent. Ça veut dire écouter quel est leur métier, et comment on s'adapte, comment on met les incitations et les choses qui font qu'ils prennent le chemin que l'on veut. Vous l'avez dit, Monsieur Chassaigne, effectivement, l'une des choses qui est proposée, en logique avec cette différence entre l'aval et l'amont, c'est de se dire, on va avoir un gros problème d'audit dans ce MACF, qui est les réponses qui nous ont été faites, c'est de dire, on va aller voir des bureaux de certification, type Bureau Veritas, etc., puis ils iront dans les pays, puis ils vont vérifier comment ont été faits les produits, ils certifieront l'intensité carbone. Bon, on peut se poser la question de comment ils arriveront à le faire. Mettons qu'ils arrivent à le faire. Il y a vraiment cette question du conflit d'intérêts. Dans les auditions, on avait fait l'audition d'ArcelorMittal qui nous expliquait que donc, sur le monde, ils produisent 65 millions de tonnes d'acier. Sur ces 65 millions de tonnes d'acier, ils produisent un tiers en Europe et la moitié de ce tiers est produit en France. Face à eux, la Chine produit en consortium 1 milliard de tonnes par an. Donc, il faut bien se rendre compte qu'on va envoyer des bureaux de contrôle en Chine pour quelque chose qui représentera 90% de leur marché, 95% de leur marché. Est-ce qu'ils seront capables de ne pas être dépendants de ce marché? C'est une véritable question. Et donc, l'idée, c'est de dire, effectivement, si on sortait de cette logique aval, il y a une chose qu'on connaît. Globalement, on connaît tous les équipements qui permettent de produire de l'énergie dans le monde. On sait ce que les gens ont comme centrales à charbon, d'électricité, de solaire, nucléaire, etc. On a la demande en énergie en temps réel. Par exemple, si vous voulez connaître la croissance chinoise, plutôt que d'écouter les chiffres du gouvernement chinois, regardez sa consommation d'énergie en temps réel, vous aurez une idée de la croissance chinoise. Eh bien, on pourrait très bien asseoir une taxe carbone sur l'intensité du mix électrique, dans la logique du MACF. C'est-à-dire on ne jette pas le mécanisme, mais on le corrige par quelque chose qui est auditable et qui, en plus, Madame Obono, est un facteur de négociation diplomatique dans les négociations de climat, puisqu'on se baserait tous sur une même référence, parce qu'il y a aussi un besoin de référentiel commun. Donc c'est un petit peu les idées de porte de sortie. Quand on dit maîtriser les prix de l'électricité, Monsieur Chassaigne, oui, vous avez raison, il faut maîtriser les prix de l'électricité. C'est pareil, une économie de marché, une économie libérale n'empêche pas d'intervenir, n'empêche pas de subventionner. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait à longueur de journée, tous par nos amendements. Chacun
envoie des subventions, des crédits d'impôt et autres. C'est une forme d'interventionnisme. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas concerté, il est lié à aucune stratégie. On aurait pu aller mettre le paquet sur ces questions-là. Et d'ailleurs, si on joue sur le carbone, si on veut rendre notre zone plus compétitive, on pourrait effectivement faire les choses dans les deux temps, c'est-à-dire donner cet incitatif à aller vers moins de carbone et en même temps donner à nos entreprises l'électricité la moins carbonée qui la qualifierait de manière à être beaucoup plus compétitive que les autres. Madame Tanguy, vous l'avez dit, il y a un risque de délocalisation, c'est certain. Il y a une autre chose sur laquelle on n'a pas trop insisté dans le rapport, mais qui est là aussi, c'est qu'il y a un réel risque de contournement de la zone euro, contournement dans les investissements, hein, et contournement même en tant que marché. Ce n'est pas prouvé qu'à terme, un certain nombre d'entreprises se disent que le marché européen n'est pas si intéressant que ça. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il faut prévoir des mécanismes de correction, enfin des points d'étape, avec des mécanismes de correction, et aussi une porte de sortie si l'ensemble se révélait ne pas pouvoir être corrigé. Monsieur Fournas, sur la question des produits finis, il y a aussi un risque de perdre de la valeur ajoutée, parce qu'au-delà du fait de pouvoir importer des choses qui ne seront pas soumises au MACF, on voit tout l'intérêt pour tout un tas d'entreprises de faire ça, c'est des produits finis à l'extérieur de la zone euro. Et vous le savez, hein, en termes de valeur ajoutée, plus vous faites des produits finis, plus vous avez de la haute valeur ajoutée. Et on a un risque de se retrouver avec toutes les productions qui n'ont aucune valeur ajoutée et les productions à valeur ajoutée qui sont hors zone euro. Ça, va falloir faire très attention à ça. Sur la question des engrais azotés, je l'avais proposé en tant qu'amendement sur la loi ENR. Moi, je le reproposerai, peut-être sur la LOA. On peut très bien faire de l'azote à la ferme, hein, avec beaucoup moins d'énergie. Ça peut être très utile dans les zones qu'on va avoir du mal à raccorder. Et c'est une vraie question de souveraineté alimentaire et énergétique. Donc on peut avancer sur ces sujets-là. Sur les 7% des émissions, c'est vrai, on ne représente que ça. Maintenant, c'est bien de démarrer par l'exemple. Par ailleurs, créer des filières qui permettront de répondre à ces questions, c'est créer des filières hautement compétitives et à valeur ajoutée. Et je pense qu'on a tout intérêt à y aller. Et j'en reviens sur le fait que c'est un problème mondial et que pour le résoudre, il faudra des transferts de technologie. Et c'est aussi une offre diplomatique. Donc je pense que non, il ne faut pas mettre le frein. Au contraire, il faut accélérer. Et il faut faire en sorte qu'on soit les leaders sur ces questions. Madame Saint-Paul, sur la question de l'agriculture, c'est toute la question aussi du futur marché du carbone, hein, où elle risque d'entrer dedans. La question qui est majeure dans nos campagnes, c'est qui profite du prix du carbone. Est-ce que c'est, pour caricaturer, des gens qui sortent d'école de commerce, qui sentent qu'il y a un sujet et qui captent l'ensemble de la valeur, ou est-ce que c'est nos agriculteurs qui produisent, qui enfin récupèrent une valeur par rapport au travail qu'ils font de la terre et de la séquestration de carbone qui en résulte? Ça, c'est un véritable enjeu. Il y a aussi l'enjeu, vous l'aviez vu pendant Industrie verte, de tous les dispositifs qu'on a, entre le marché volontaire, le marché obligatoire, le label par carbone, avec un manque de visibilité, des risques de double comptabilité. Et tout ça, c'est pareil, si on veut donner de la lisibilité au marché, il va falloir à un moment qu'on mette de l'ordre dans tout ça, qu'on soit sur le même étalon, parce que sinon, on va s'y perdre. Et puis après, pour en revenir à cette question du prix du carbone, il y a un moment, il faudra peut-être aussi changer nos mentalités, parce qu'on ne peut pas à chaque fois dire qu'il faudrait que nos agriculteurs tirent les revenus de quelque chose, et qu'on dise, oui, mais en même temps, il ne faudrait pas que ça devienne leur revenu principal. Il y a une contradiction là-dedans. Enfin, le marché volontaire, oui, il y a toute la question de la renaturation en fait. On a créé dans Industrie verte des sites de renaturation. Plutôt que de donner de l'argent à des associations, je pense surtout qu'il faudrait créer un mécanisme qui permette de faire l'évaluation de la séquestration de carbone de ces zones de renaturalisation possibles et d'en faire une bourse qui permette, dans le cas des compensations, de pouvoir finalement faire les projets des communes et accélérer. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je crois qu'on peut
Restez là, monsieur le rapporteur. On vous remercie pour votre travail. Est-ce que la commission est d'accord pour autoriser le dépôt de ce rapport? Pas d'objection, donc ce sera fait. Il nous reste un dernier point, c'est une nomination de rapporteur. Je vous propose de nommer Aurélie... Oui. Pardon, je n'ai pas remercié François. Ouais, allez-y, remerciez François. Non, mais je tiens à remercier François parce que ça a été un long travail. On a fait beaucoup d'éditions. Il a été très patient et je pense qu'on a produit un beau travail ensemble. Donc merci François. Merci beaucoup, merci pour lui. Et donc je disais qu'il nous restait un point, c'était la nomination d'Aurélie Trouvé comme rapporteur sur la proposition de résolution européenne dont elle est l'auteur, invitant le gouvernement français à soutenir un moratoire sur tous les accords de libre-échange non encore entrés en vigueur et à mettre en place des prix planchers des matières premières agricoles au niveau européen. Pas d'objection de votre part. Vous êtes donc nommé et nous aurons à examiner cela prochainement. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le 14 février, pour l'examen de la proposition de résolution européenne sur la révision du règlement européen REACH, dont le rapporteur sera Nicolas Thierry, et puis sur le rapport d'information sur la souveraineté alimentaire de messieurs Arenas et Sitsenstuhl. À la semaine prochaine. Merci, Président. Merci à vous.